Donc aujourd'hui, on reçoit Ugo Paletta, qui est là, sociologue, spécialiste, on va dire, je ne sais pas si on dit ça, spécialiste des idées d'extrême droite, du fascisme, enfin en tout cas, il écrit beaucoup là-dessus. Et, on verra, je pense qu'on va discuter de ça en fait. Hein. Et donc à côté, il y a Nicolas Patin, et donc historien, prof d'histoire, chercheur, je ne sais pas si on dit tout ça, voilà, à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et lui aussi, on va dire un peu spécialiste des idées d'extrême droite nazie, enfin bon, en tout cas pas mal d'écrits là-dessus. Voilà, donc du coup, là, l'idée, c'est qu'en fait, Nicolas Patin s'entretient avec Ugo Paletta. Donc, ils vont gérer tous les deux la discussion. Comme une intro au départ, avec une discussion tous les deux. Et après, les personnes qui sont là, y compris peut-être les personnes qui sont en ligne, pourront poser des questions et on essaiera d'alimenter les échanges de cette manière-là. Voilà, ça vous va comme ça? Donc on part sur 1 heure, un peu plus d'1 heure, on va voir, pas trop long quand même, parce qu'en plus on est un peu tassé. Est-ce que déjà à l'extérieur de la salle, ça entend un peu ce qu'on est en train de dire? Ouais, c'est bon? Bon, voilà. On fait au mieux. Hein. Et puis donc il y a des livres, hein. Il y a Ugo Paletta, ça c'est le dernier. Après il y en a d'autres, hein. Ces gens-là écrivent beaucoup. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Et puis, pour Nicolas Patin, il y a ce gros, ce gros objet en collaboration avec Johan Chapoutot notamment. Et puis voilà, enfin, voilà, pour commencer comme ça. Donc, je vous laisse la parole, vous y allez. C'est parti. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être à la librairie Les 400 coups. Voilà, et on espère que même si voilà, vous êtes dehors, on pense à vous et on espère qu'il ne pleuve pas, ce qui malheureusement à Bordeaux peut arriver toutes les demi-heures. Voilà, donc on est très content, très honoré de recevoir Ugo. On va parler du dernier livre hein, qui s'intitule donc Comment le fascisme gagne la France, de Macron à Le Pen, qui est une remise à jour de ce livre-là de 2018 qui s'appelait, attention c'est très positif, La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre. Bon, alors, c'est une remise à niveau et une réécriture profonde. Hein. Il y a plus de 150 pages de plus. Et moi, j'ai accepté avec un grand plaisir pour être avec vous, pour être ici, mais aussi parce que ce livre, alors, on va dire tout de suite les termes. Je ne sais même plus depuis combien de temps on se connaît. 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Donc c'est l'occasion aussi de faire une petite dédicace à notre ami sociologue qui nous a présenté, qui s'appelle Jules Naudet. On l'embrasse bien fort, très bon sociologue. Et donc, on va se tutoyer, parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on discute. Et du coup, je n'ai pas d'enjeu à passer du cirage à Ugo, en considérant que je lis beaucoup de choses militantes et beaucoup de choses sur ce qu'on vit actuellement, et voilà, du point de vue des analyses politiques. Et voilà, je te le dis ce soir, c'est la déclaration officielle. C'est un peu mon livre de chevet, parce que je trouve que dans les outils qu'il pose pour dire pourquoi ça ne va pas et dans quelle direction on peut aller, c'est vraiment très très puissant. Donc on va regarder un peu tout ça, avec des questions... Le bouquin est super charpenté, donc vous allez voir, hein, les questions, elles sont très, très centrées, on sait où on va. Puis évidemment, alors si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser une question pendant qu'on discute, mais on aura un temps pour les questions à la fin. Alors voilà, le titre annonce la couleur, puis vous avez aussi votre vécu de tous les jours. Comment le fascisme gagne la France ? Le livre analyse plein de choses, mais il commence surtout par analyser la menace représentée. Alors, dans le premier livre, c'était le FN, maintenant c'est le RN. La menace représentée par le RN, et donc de dire c'est le fascisme. Ce terme-là, tu le revendiques avec une idée très simple. Tu dis, il n'y a pas à tortiller entre populisme, extrême droite, etc. Quand on est face à un mouvement politique qui veut refonder une nation en créant un ennemi intérieur pour souder les masses du reste du pays, c'est fasciste. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que on te critique pour ce terme-là en te disant c'est trop extrême, non, c'est pas fasciste ? Comment tu revendiques ce terme ? Il y a 2 manières, je pense, de le défendre. Enfin, il y en a même davantage, mais il y a au moins une manière politique, et que j'assume, et une manière plus scientifique, et les deux, pour moi, se renforcent l'une l'autre. La manière politique, c'est de dire une des voies par lesquelles le RN a progressé, c'est FN devenu RN, a progressé ces 15 dernières années, c'est par sa respectabilisation, sa normalisation, etc. Et donc, une manière de briser le récit de la normalisation ou de la dédiabolisation, c'est de rappeler quels sont les fondements stratégiques, programmatiques, idéologiques de cette organisation, créée par des anciens nazis en 1972, par des anciens terroristes de l'OAS, qui était l'organisation armée secrète qui avait commis des attentats en Algérie et en France, créée par des jeunes fascistes, enfin des fascistes des années 60 qui étaient des cogneurs dans des organisations fascistes qui
qui s'appelait Occident, Ordre Nouveau, etc., et qui ne se cachait pas d'être fasciste. Enfin bon, c'est cette organisation-là dont le RN est l'héritière. Tous les cadres du RN actuel, enfin une bonne partie des cadres ont été formés dans les années 80 ou 90 par les vieux briscards de l'extrême droite fasciste, nostalgique de l'Algérie française, etc. Donc évidemment, il en est resté pas un petit peu, mais beaucoup. Et donc voilà, donc j'insiste là-dessus, donc sur des liens généalogiques, sur des liens idéologiques. Tu l'as dit, hein, d'une certaine manière, pour moi, le fondement. Si vraiment on essaie de résumer de manière vraiment extrêmement succincte le projet fasciste, pour moi, c'est un projet effectivement de régénération civilisationnelle ou raciale ou nationale par épuration. Si on va faire renaître la communauté organique à laquelle on appartient, la nation, la civilisation européenne, en l'épurant, en la purifiant d'éléments indésirables, d'éléments considérés comme menaçant l'unité de la nation ou menaçant ou éloignant la nation de son identité profonde, de ses racines, etc. Bon, pour moi, c'est vraiment cet aspect. Après, j'ajoute dans le livre d'autres dimensions, hein, mais je pense vraiment que c'est le cœur de métier, en quelque sorte des fascistes. Voilà, donc il y a des raisons politiques, c'est briser le récit de la dédiabolisation qui est celui du FN et du RN. En réalité, depuis l'origine, hein, depuis 72, depuis la fondation du Front National, c'est un projet de dédiabolisation des fascistes. Quand le FN est créé en 72, il est créé par des gens qui se réclament explicitement du fascisme, mais qui se disent il nous faut une vitrine électorale. On est dans la marginalité politique et électorale depuis 1945, pour des bonnes raisons, depuis le génocide, depuis ce qu'a fait le régime nazi, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc il faut sortir de cette marginalité, il faut créer un parti, ce qui va être le Front National, qui soit une vitrine électorale, qui à la fois et qui par ailleurs rassemble les différentes chapelles de l'extrême droite. Donc voilà, il faut briser ce récit de la dédiabolisation. Et après, sur le plan scientifique, je donne pas mal d'arguments dans le livre, je vais pas vous embêter avec ça, mais montrant que, à mon avis, sur le plan strictement de la connaissance de ce mouvement, de ses racines, de son idéologie, etc., c'est plus sérieux de considérer que c'est un mouvement néo-fasciste, c'est-à-dire une nouvelle variété de fascisme dans les conditions du XXIe siècle, ou éventuellement on peut discuter post-fasciste, si il y a des discussions autour de ça, mais on maintient le lien fondamental qu'il y a avec le fascisme de l'entre-deux-guerres, le fascisme classique, disons, plutôt qu'un simple parti populiste, qui est une catégorie qui est beaucoup employée par des politistes dominants, mainstream, etc., mais qui ne dit strictement rien du projet fondamental de ces gens, et du projet fondamental que ces gens mettent en œuvre quand ils sont au pouvoir, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie. Quand ils sont au pouvoir, ils lésinent pas sur les efforts pour aller au bout de leur vision nationaliste purificatrice. Donc, d'une certaine manière, si vous dites oui, ce sont de simples forces populistes, vous manquez toute la dimension raciste, xénophobe, masculiniste, transphobe, homophobe, etc., qui est fondamentale dans ce projet et qui dit beaucoup plus de choses politiquement et d'un point de vue idéologique et programmatique sur ce que sont ces forces. Populiste, ça veut strictement rien dire. Et en plus, bon, j'ajoute d'autres arguments, mais populiste, c'est aussi une manière de dire ces gens-là, finalement, c'est un peu pareil que la gauche de gauche, même pas tellement la gauche radicale. Genre, quand on regarde au niveau international, Bernie Sanders aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même clairement pas quelqu'un de très radical. L'essentiel de ce que dit Bernie Sanders depuis 15 ans, c'est il faudrait que les gens puissent avoir accès à la santé aux États-Unis, au système de santé, et que les frais d'inscription ne soient pas à $40,000 par an. C'est pas vraiment un radical. Et quand vous voyez un peu ce qu'il défend, on le met sur le même plan au nom de cette catégorie de populisme englobante que quelqu'un comme Donald Trump qui dit les immigrés empoisonnent le sang de la nation américaine, que l'on connaît, qui a envoyé ses partisans d'une certaine manière contester le résultat d'une élection en janvier 2021. Enfin bon, donc voilà, la catégorie de populisme, elle permet aussi de mettre en fait dans le même sac et les fascistes et la gauche de gauche, d'une certaine manière, une gauche qui n'a pas renoncé à être de gauche, d'un type Bernie Sanders, Jeremy Corbyn en Angleterre ou Mélenchon en France par exemple, peu importe ce qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, son projet n'a strictement rien à voir, et son idéologie, etc., avec le Front National, avec l'extrême droite. Voilà, bon, je m'arrête là, mais... Alors, de toute façon, ça on pourra y revenir dans les questions. Là où tu as raison, hein, le populisme, on peut y revenir en tant qu'historien, hein, c'est un mouvement qui apparaît en Russie dans les années 50, et puis comme ça, bon, on passe une super soirée d'histoire, c'est pas le sujet. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une arme pour dire qu'il y a une manière technicienne et technocratique d'exercer la démocratie, puis qu'il y a les méchants qui, eux, veulent faire recours au peuple, mais vous connaissez tout ça très bien. Et en fait, j'ai envie de dire, les débats sur populisme, fascisme et machin, c'est des trucs très, parfois universitaires, un peu pointilleux, et les gens qui subissent tout ça n'ont pas besoin qu'on leur explique. C'est important de nommer l'ennemi, mais bon, en même temps, voilà. Et ce qui m'intéresse dans ton livre, c'est que finalement, voilà, c'est réglé dans l'intro. Tu dis, c'est le terme, c'est fait.
on part sur le reste. Et tu proposes beaucoup d'idées qui, là, sont à mon avis plus intéressantes que ce débat, même si tu nous as évidemment bien éclairé sur ça. Et on en profite pour dire bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Twitch qui sont là. Ce que j'aime chez toi, c'est que là, déjà, on voit un décalage que tu fais. Tu nous parles des fondations du passé du RN. Mais ça, voilà, moi je suis spécialiste du nazisme, on passe notre temps à dire oui, ils ont été fondés il y a 80 ans par Namalin. Ça fonctionne plus. On voit bien qu'aujourd'hui, cet appel, même si c'est important de le rappeler, il fonctionne plus. Et dans le livre, tu montres bien que c'est aujourd'hui le problème. Il n'y a même pas besoin de parler du passé. Et tu t'intéresses aux électeurs. Et tu es assez critique aussi d'une certaine pensée de gauche un peu feignante en disant bon, bah voilà, les électeurs du RN, c'est des pauvres petits, regard très paternaliste, très misérabiliste, qui en fait ont des problèmes sociaux ou des problèmes d'argent à la fin du mois, ce qui est sûrement vrai. Mais voilà, c'est la deuxième question que je voulais te poser. Toi, tu dis il faut remettre l'église au cœur du village, c'est-à-dire le racisme au cœur du choix des électeurs FN. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce qu'on arrive, bon, tu es sociologue, est-ce qu'on quantifie cette importance de la xénophobie, du racisme dans les motivations des électeurs ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, ce que je raconte là-dessus, sur notamment les motifs de vote pour le RN, et vient comme une critique notamment des travaux de Julia Cagé et Thomas Piketty, qui par ailleurs peuvent avoir plein de vertus sur d'autres sujets, mais effectivement sur ce sujet-là, ils disent, de mon point de vue, un peu n'importe quoi, au sens où ils évacuent complètement la dimension xénophobe et raciste du vote, avec des arguments que je trouve assez fallacieux. Toutes les enquêtes, qu'elles soient quantitatives, type sondage, enquête d'opinion, et pas simplement dans les dernières années, depuis 30, 40 ans, et les enquêtes qualitatives de terrain, par entretien ou par observation, menées par exemple par Félicien Faury, il doit y avoir son livre sans doute quelque part ici, qui s'appelle « Des électeurs ordinaires », mais il y a d'autres thèses récentes qui ont été réalisées par des sociologues, pareil, des enquêtes de terrain auprès des électeurs ou électrices du Front National, montrent que ce qui est au cœur de la vision du monde des électeurs ou électrices du RN, c'est le clivage entre le national et l'étranger, l'étranger n'étant pas seulement celui qui a une carte d'identité autre que la carte d'identité française. Des gens qui sont parfois simplement des petits-enfants d'immigrés, mais issus d'immigration post-coloniale, issus d'immigration algérienne ou autre, et qui sont perçus comme étrangers, comme fondamentalement étrangers ou halogènes vis-à-vis de la communauté française, et qui le sont, et qui sont perçus du coup comme indésirables. Et où par ailleurs on voit dans la vision du monde de ces électeurs ou électrices du RN, à quel point elle est racialisée et raciste de fait, au sens où, disons que ce sont des gens, quand on leur pose la question, même sur le pouvoir d'achat, évidemment le pouvoir d'achat entre dans les motifs de vote, mais même quand Félicien Faury fait des entretiens où il pose des questions autour du pouvoir d'achat, en réalité, ce qui revient, c'est pas tellement un discours qui dirait il faut rééquilibrer le partage des richesses entre les riches et les pauvres, il faut prendre sur les profits des patrons et des entreprises pour donner plus sous forme de salaire, des augmentations de salaire, etc. C'est des gens qui disent, en général, on paye trop d'impôts et ces impôts vont à des gens qui ne les méritent pas, qui ne devraient même pas être ici. On donne aux réfugiés, on donne à des hôpitaux qui soignent des gens qui ne devraient pas être là. Donc il faudrait mettre fin à l'aide médicale d'État. Il faudrait que les logements sociaux, par exemple, soient réservés aux nationaux, etc. Bon, donc toutes les questions, même socio-économiques, qu'on met en avant en disant les électeurs du Front National, ce qu'ils veulent, c'est un changement sur le plan socio-économique. Oui, souvent, ils veulent effectivement un changement socio-économique, mais ils ne le pensent pas selon, je dirais, les codes, en quelque sorte, ou la vision du monde de la gauche. C'est-à-dire en termes de rapport de force entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres, entre la bourgeoisie et la classe travailleuse. Ils le pensent, là encore, à travers le clivage national-étranger. Donc on peut dire bien sûr qu'ils pensent en termes de pouvoir d'achat, mais c'est vrai que toutes les enquêtes montrent que ce qui est au cœur de leur vision du monde et de leurs aspirations et de leurs désirs sociopolitiques, pour reprendre une expression de Félicien Faury, c'est ce désir d'une communauté nationale qui serait en quelque sorte enfin libérée de ces populations indésirables qui à la fois prennent des boulots ici qui devraient aller à des nationaux, mais prennent aussi des ressources d'État, notamment le produit des impôts, etc., qui sont trop présents dans les services publics, dont les enfants posent des problèmes d'échec scolaire, dont les enfants posent des problèmes de délinquance, etc. Donc voilà, tout le discours sur toutes les questions d'ailleurs va être imprégné par cette haine raciale et raciste qui est vraiment effectivement au cœur du vote pour l'extrême droite. Et c'est pas que en France, hein, c'est des enquêtes là encore. Enfin, on peut mettre les mêmes choses en évidence dans d'autres contextes nationaux. Alors là, on voit que tu fais un travail qui en fait renvoie à l'idée que chez certains à gauche,
tradition marxiste, on y reviendra tout à l'heure de manière un peu plus profonde, il y a une incapacité, en fait on est un peu enfermé dans une forme d'économisme, la lutte des classes, tout est lié aux structures, de ne pas voir la culture. Ça va nous amener à un grand auteur dont on va pas mal parler ce soir, qui est Antonio Gramsci. Donc je ne sais pas, je fais un petit sondage, qui connaît Antonio Gramsci ? Nickel. C'est le côté prof Bordeaux-Montaigne. Je regarde mes étudiants, là, je les fixe là. Je fais quoi ? Vous comprenez pas Antonio Gramsci ? Vous connaissez pas Antonio Gramsci ? Bon, on y reviendra. C'est un grand militant marxiste des années 20 qui a fait beaucoup d'années de prison sous Mussolini et qui est, ça n'engage que moi, un des penseurs les plus éclairants du XXe siècle. Alors, je reviens à notre sujet. Ce que je trouve très intéressant dans ton livre, vous voyez, on peut aller assez vite. Là, voilà, j'ai envie de dire, le diagnostic sur le RN, il est fait. Mais ton livre, c'est beaucoup plus que ça parce que tu nous montres que le RN, c'est une pièce du puzzle, mais que la deuxième pièce du puzzle, on viendra à la notion d'hégémonie tout à l'heure, la deuxième pièce du puzzle, c'est l'État, et c'est la manière dont l'État français est en voie de fascisation. Et tu dis qu'il ne peut pas y avoir, le danger, il n'est pas uniquement dans le RN, il est dans ce qui se passe tout autour. Et tu diagnostiques trois choses que vous connaissez un peu, mais tu les connectes très bien. La naissance du libéralisme autoritaire. Alors, libéralisme autoritaire, normalement, ça nous provoque une dissonance cognitive. Libéralisme, liberté individuelle, tout va bien. Autoritaire, problème. Sauf que, on va voir, on va faire les trois éléments de ce système de fascisation. Grosse répression néolibérale depuis 40 ans, mettons, enfin 45 maintenant, l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis, donc avec un vrai projet de destruction de l'État-providence. Et ça, c'est la vague néolibérale. Je veux bien qu'on discute, mais en fait, moi, quand j'avais 20 balais, ça remonte, je me disais, ouais, mais peut-être c'est pas vrai. Aujourd'hui, toutes les données longitudinales montrent que c'est vrai. Les inégalités explosent, la pauvreté explose. C'est-à-dire ce projet-là de destruction de l'État, il est réel, tu vas nous en parler. La deuxième chose, c'est libéralisme autoritaire, la répression des mouvements sociaux. Alors là, tu montres bien, le livre a été remis à jour. Il y a non seulement la répression par François Hollande de la loi travail, mais les gilets jaunes derrière, etc. Et donc il y a un État qui veut bien arrêter de dépenser des sous dans la santé, dans l'éducation, mais qui veut bien par contre mettre 413 milliards de budget de la défense pour payer des grenades de désencerclement. Et on pense ici à tous les gilets jaunes qui ont laissé place Péberlan, une main, un œil. Et le troisième élément, libéralisme autoritaire, c'est l'émergence d'un racisme d'État. C'est pas seulement le RN, c'est pas le RN tous les matins à la télé, c'est un racisme d'État fondé sur une haine des musulmans, une islamophobie très puissante et d'autres formes de racisme. Donc voilà le diagnostic. Le RN n'est pas tout seul, et donc j'aimerais on va beaucoup s'amuser ce soir, que tu nous dises, premier élément, parce que ça te tient à cœur et tu développes encore dans la nouvelle édition, ce racisme d'État, comment tu le perçois, comment il se construit, est-ce qu'il construit cette fameuse hégémonie d'un discours raciste à l'échelle de tout ce qu'on consomme, de l'État, et les médias, on y viendra après. Oui, alors, tu as raison d'insister sur ce point. Merci d'ailleurs, Nicole, je ne t'ai pas remercié depuis tout à l'heure, alors que tu dialogues. Et moi, je suis un lecteur aussi des travaux de Nicolas, et pas simplement Le Monde nazi, mais les deux précédents livres. Et je vous les conseille chaudement. Non, effectivement, tu as raison de pointer ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas un livre sur le RN. Enfin, là, on a déjà pas mal parlé du RN et de l'électorat du RN. Il y a un chapitre sur le RN qui est assez développé. D'ailleurs, j'ai beaucoup développé dans la deuxième édition. Mais en réalité, l'essentiel du livre, c'est quelles sont les conditions qui favorisent en réalité la progression du RN et le fait qu'il est aujourd'hui aux portes du pouvoir, de facto. Et en fait, les raisons de la force du RN, c'est pas le RN lui-même. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen est un grand tribun, ou c'est pas simplement pour ça, plutôt. C'est pas parce que Marine Le Pen est une grande stratège, c'est pas parce que Jordan Bardella est particulièrement séduisant, je sais pas qui il séduit d'ailleurs. Donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce que les partis politiques dominants, mais aussi les médias dominants et puis certains idéologues dominants, etc., ont créé comme terrain qui favorise effectivement la pénétration des idées d'extrême droite qui sont effectivement, dans le contexte français, incarnées sur la scène électorale par le Front National. Et effectivement, la question du racisme, elle est importante. Avec cette singularité française, qui est que notamment l'islamophobie, le racisme anti-musulman, n'est pas simplement quelque chose qui se retrouve à la base de la population, dans la population, etc. Effectivement, en France, c'est un racisme d'en haut, c'est un racisme qui a été construit par ceux d'en haut, par des idéologues, par des hommes politiques, etc. Je prends un exemple récent. En septembre 2023, on a pendant un mois une hystérie politico-médiatique d'ailleurs, d'abord de la politique vers le médiatique, autour des robes longues à l'école.
Donc l'école est dans un état absolument, le système éducatif, y compris les universités, est dans un état absolument désastreux, par toute une politique qui est menée depuis 40 ans visant, d'austérité et d'affaiblissement progressif de l'ensemble des services publics, mais en particulier du service public d'enseignement. Et pendant un mois, on parle de à quel point les robes sont longues. D'ailleurs, à partir de quand une robe est longue, à partir de quand c'est une abaya. C'est ça tout le débat lancé par Gabriel Attal. C'est pas les médias d'ailleurs qui lancent ça. Moi, j'insiste plus sur le rôle des dirigeants politiques, parce que dans la plupart des cas, les médias sont simplement des relais très serviles des stratégies politiques lancées par les médias dominants, par les partis dominants, excusez-moi. Que ce soit Valls à une certaine époque, ça a pu être Darmanin, ça a pu être Retailleau aujourd'hui, ou ça peut être Gabriel Attal, ancien du Parti socialiste d'ailleurs, ministre de l'Éducation à un moment donné, qui décide de faire la rentrée. Évidemment, d'une certaine manière, il y a évidemment de la stratégie de diversion. C'est comme ça, on ne va pas parler des profs qui manquent dans les salles, etc. Mais donc, on va parler pendant un mois des robes longues, des abayas, et on va effectivement disqualifier, stigmatiser une partie de la population. Voilà. Et ça, les abayas, je rappelle, les burkinis, la construction de mosquées, le hijab de running, le hijab en général, le foulard en général, depuis la loi notamment du 15 mars 2004. Les prières de rue, le quick halal. Enfin voilà, c'est assez sidérant effectivement si vous listez tous les menus à la cantine, etc. Enfin, le nombre de paniques morales, identitaires qui se sont accumulées depuis 20 ans en France est vraiment absolument sidérant. Ça sidère en général d'ailleurs les observateurs étrangers. Quand ils regardent la France, il y a des articles dans le New York Times, par exemple, sur qu'est-ce qui se passe en France. Notamment quand il y a eu l'affaire du Burkini, ils hallucinaient complètement. Que ça prenait, si vous voulez, ça prenait une place dans le champ politique et médiatique assez incroyable, comme dans aucun autre pays. Bon. Et donc voilà, on voit bien comment il y a toute une construction par en haut de la disqualification, de la stigmatisation d'une communauté, en l'occurrence les musulmans et les musulmanes, pas simplement d'ailleurs, on le voit très bien, les islamistes ou les djihadistes. Quand par exemple il y a eu une offensive du gouvernement macroniste, à l'époque c'était Castaner, on l'a un peu oublié lui, mais il avait lancé, il y avait un rapport sur les signaux faibles de radicalisation, et quand on regardait les signaux faibles, c'était faire la prière, éventuellement faire le pèlerinage, porter une barbe, avoir certaines tenues. En fait, ça qualifiait, ça qualifiait potentiellement à peu près tous les musulmans ou musulmanes pratiquantes. À tel point, d'ailleurs, l'histoire de la barbe, c'était intéressant. Donc, si vous commencez à porter une barbe, c'est peut-être un signe faible de radicalisation. Je me souviens d'une émission sur CNews, il y avait avec Pascal Praud. Donc, un de ses chroniqueurs qui était censé jouer le type de gauche dans l'émission, je crois que c'est Leclerc, lui dit mais Pascal, vous-même vous avez une barbe. Il avait une barbe à l'époque, une belle barbe, une grosse barbe. Et effectivement, Pascal Praud, il dit ouais, mais oui, d'accord, ok, bon, j'ai une barbe, mais ma barbe n'est pas signifiante. Alors, elle n'est pas signifiante de quoi? Elle n'est pas signifiante en fait que je suis quelqu'un qui suis issu de l'immigration. Personne ne va croire que je suis moi-même musulman, etc. Enfin, on voit bien. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout ça se fait sous couvert de lutte antiterroriste, de lutte contre l'islamisme, de lutte contre l'intégrisme, de lutte contre le soi-disant séparatisme, etc. En réalité, on voit bien quand on prête attention à ce qui est dit, à qui est visé par telle ou telle mesure, qu'en fait, ça concerne pas simplement les courants les plus intégristes au sein de l'islam, mais en réalité l'ensemble des musulmans et des musulmanes qui sont effectivement en permanence disqualifiés, stigmatisés, etc. Et ça, j'insiste, c'est une offensive par en haut. Et effectivement, le RN, de ce point de vue-là, n'a pas grand-chose à faire. Le RN peut même tout à fait ne rien dire et tirer les marrons du feu à la fin, notamment au moment des élections. D'ailleurs, en réalité, le RN cherche souvent à en dire le moins possible. Dès qu'ils ouvrent la bouche, effectivement, potentiellement, c'est notamment des candidats localement peuvent dire absolument n'importe quoi. Ils ont toute une armée de gens, tous plus foutraques les uns que les autres. Donc il vaut mieux, d'une certaine manière, qu'ils disent pas grand-chose. Et donc, les partis dominants travaillent pour eux. C'est ça qu'en fait, pourquoi je fais un chapitre centré notamment sur la question du racisme ou dans lequel le RN finalement n'est pas du tout central dans ce chapitre, parce qu'en fait, le RN bien sûr est raciste et xénophobe, c'est dans sa matrice, j'y ai insisté, etc. La question c'est plutôt, et il l'était dans les années 70, mais dans les années 70, il faisait entre 0 et 1%. Donc la question c'est qu'est-ce qui a changé entre les années 70 ? La population n'est pas plus raciste aujourd'hui que dans les années 70, c'est pas vrai.
Il y a une enquête de Vincent Tibéri, par exemple, sur le mythe de la droitisation qui montre très bien ça, qu'il n'y a pas de mouvement d'extrémisation raciste dans la société française. En gros, il y a toujours des racistes et du racisme dans la société française. Il y en a trop, évidemment, mais il n'y en a pas nécessairement plus. Il y en a sans doute même un peu moins, d'après les enquêtes de Vincent Tibéri, que dans les années 70. Donc, qu'est-ce qui a changé pour qu'un parti fondamentalement xénophobe et raciste soit autour de 40%, là où il faisait 0,5% à peu près dans les années 70. Donc, c'est que le contexte a changé. C'est que et ce contexte, évidemment, il est travaillé par les partis dominants, les médias dominants, etc. Et ce contexte, c'est effectivement la banalisation, on le sait tous très bien, hein, de la parole xénophobe, anti-immigrée, de la parole raciste, de la parole islamophobe. C'est pas le seul élément de contexte, hein, on va reparler, mais l'offensive néolibérale est évidemment un élément de contexte. C'est pour ça que je n'oppose pas les explications en termes de classe et les explications par le racisme. Je pense qu'effectivement, la montée des concurrences, des formes de déclassement, des incertitudes sur le marché du travail, sur le marché locatif, à l'école, etc., nourrit effectivement le racisme et la xénophobie et fait que la xénophobie et le racisme sont devenus aussi une arme politique efficace. Ce qu'elle n'était pas dans les années 70. Le racisme et la xénophobie étaient tout aussi présentes dans la société, dans la population, etc., mais elle n'était pas à l'époque une arme politique efficace, une arme efficace dans le champ politique tel qu'il était. Et c'est ça qui a changé, c'est ça qu'il faut comprendre. Et de ce point de vue, effectivement, la banalisation de la parole raciste dans les médias dominants et dans le personnel politique dominant, à mon avis, est un élément crucial. Paf, voilà. Bon, vous êtes, c'est bien, vous êtes chauffé. Donc, je reviens juste sur cette idée simple que voilà, le diagnostic que tu poses sur les transformations de l'État et de la classe politique dominante, voilà, il y en a trois. Il y a cette offensive néolibérale. Alors, il y a beaucoup de trucs qui ont été écrits dessus, donc on aura peut-être des questions, mais voilà, on sait quoi lire. Sur ce qu'est de l'État répressif, bon, je vois que là, il y a toute la, je sors pas du champ, hein, promis. Il y a toute l'édition de La Fabrique, vous pouvez tout lire, mais il y a ce livre qui est sorti sur, c'est comment, mutiler, réprimer, mutiler. Gazer, mutiler, soumettre. Gazer, mutiler, soumettre. Donc, Paul Rocher, très bon livre. Ce que j'aime bien dans ton livre aussi, c'est que c'est toujours chiffré. Tu donnes ces chiffres qui sont incroyables, genre 14 balles LBD de lanceurs de balles à distance tirés en 2014, 22 500 en 2019. Quoi. Enfin, voilà, donc ça, je vous renvoie à la lecture du livre. On a vraiment ce truc de voilà, offensive néolibérale, on détruit l'État de l'intérieur, on lui enlève ses budgets, sauf pour la police et l'armée, hein, voilà, côté répressif et ce racisme d'État. Entre les deux livres, tu as fait une remise à jour qui je trouve intéressante et où il y a des questions à se poser. Je pense que tu soulignes plus le poids des médias. Le poids des médias et le poids des grands patrons médiatiques, type évidemment Bolloré, Sterrin, qui a été plus mis en valeur ces derniers temps, qui mène une offensive culturelle voulue et sue. Hein. Là, c'est pas des affabulations, c'est pas une théorie du complot. Ces choses-là sont documentées. Est-ce que ça, voilà, c'était important pour toi de souligner cette offensive ? En fait, tu fais une sorte, à un moment donné dans le livre, une sorte de chronologie des phases du RN. Et dans la dernière phase depuis 2017, donc en fait depuis le moment où tu as écrit le livre, le premier, tu dis ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une partie des élites économiques et médiatiques qui sont prêts à y aller. Et ça, c'est très... voilà, ça fait peur. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ouais, c'est vraiment l'évolution, le principal élément d'évolution entre le contexte du premier livre, donc 2018, et là, 2025. C'est effectivement le ralliement de franges entières, pas de l'ensemble, mais de franges entières des élites, effectivement, économiques, politiques, tu l'as pas dit, mais politique c'est important, et médiatiques. D'autant plus que les élites médiatiques, en réalité, elles sont sous la coupe des élites économiques qui nomment les patrons de CNews, du JDD, etc. C'est Bolloré presque directement, en l'occurrence. Si on prend la galaxie l'empire Bolloré, l'empire médiatique Bolloré, Geoffroy Lejeune, l'ancien de Valeurs Actuelles, il a été nommé chef du journal du dimanche par Bolloré, quand Bolloré a racheté le journal du dimanche. Donc voilà, donc les élites médiatiques, vraiment, enfin, j'ai longtemps été à Acrimed, qui est Action Critique Média, qui est un observatoire critique des médias. Et donc je ne vais pas nier le rôle des médias, mais on disait souvent à Acrimed, il faut prendre au sérieux la question des médias, mais ne pas oublier que les médias sont largement subordonnés à des pouvoirs qui sont notamment principalement le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir politique, notamment pour l'audiovisuel public. On voit par exemple comment on a viré progressivement toute parole discordante et dissidente chez Radio France, par exemple, ne serait-ce que du côté des humoristes. Guillaume Meurice et quelques autres, on voit progressivement au fil des 10-15 dernières années comment toute parole un peu critique, y compris humoristique, a disparu des antennes. Mais donc effectivement, ça c'est le point crucial. Enfin, on ne pouvait pas imaginer il y a 15 ans un personnage comme Elon Musk, plus grande fortune du monde en concurrence avec Bernard Arnault, se rallier
et se rallier financièrement, mais aussi politiquement à un candidat néofasciste, Donald Trump, et faire des saluts nazis le jour de la cérémonie d'investiture. On a beaucoup insisté sur Elon Musk, mais il ne faut pas oublier que lors de la cérémonie d'investiture de Trump, alors on se déplace aux États-Unis, je suis désolé, mais parce que c'est vraiment le cas le plus flagrant peut-être, il y avait tous les grands patrons du secteur aujourd'hui dominant du capital aux États-Unis et à l'échelle mondiale en réalité, à savoir la big tech. Il y avait tous les grands patrons, y compris des grands patrons qui, quelques mois avant, 6 mois ou 1 an avant, étaient plutôt proches du Parti démocrate, notamment Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Facebook, Insta, WhatsApp, etc. Donc ils se sont tous ralliés à Donald Trump, soit par conviction, comme Musk manifestement et quelques autres. Il y a toujours un secteur extrêmement réactionnaire au sein de la big tech et de la Silicon Valley. Il y a plusieurs livres là-dessus qui sont sortis récemment. Mais il y avait des secteurs plus progressistes qui, eux, se sont ralliés par intérêt, par opportunisme, etc., parce qu'ils espèrent en tirer quelque chose. Bon. Dans le cas français, il y a toujours eu des patrons, plutôt des petits patrons et des moyens patrons qui étaient proches du RN, du Front National à l'époque. Il y a même des grands patrons qui ont utilisé des militants d'extrême droite violents dans les années 60-70 pour matraquer des ouvriers en grève, etc., dans des grandes usines, etc. Donc il y a toujours eu des liens entre le patronat et l'extrême droite, y compris les franges les plus violentes de l'extrême droite, celles qui étaient vraiment issues du fascisme, notamment du régime de Vichy, etc. Ça, c'est vraiment les années 60-70. Mais il n'y avait aucun secteur du capital, de la classe capitaliste, de ce qui est dominant, du pouvoir économique, qui misait sur l'extrême droite il y a encore simplement 10 ans en France. Aujourd'hui, effectivement, non seulement ils misent sur l'extrême droite, mais en vrai, ce sur quoi ils misent, on sait très bien ce que c'est. Et c'est ce qui va nous... sauf explosion populaire, sauf réussite du côté de la gauche de quelque chose, etc. Mais on va y venir. Ce qui nous pend au nez, effectivement, et ce qui est, je pense, effectivement, le projet d'une bonne partie et d'une partie croissante du grand patronat, c'est une coalition des droites sous domination RN. C'est vu par eux comme le seul moyen, la seule solution pour restabiliser la situation politique, le champ politique, sortir de cette situation d'ingouvernabilité dont ils perçoivent bien que c'est pas bon pour le business. C'est pas bon cette histoire de il y a 3 gouvernements en 1 an. En plus, ça permet pas d'imposer les contre-réformes néolibérales qu'il faut parce que la France est en retard par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre. Il nous faut un pouvoir fort pour imposer enfin la destruction, c'est en fait la privatisation de la sécurité sociale par exemple. C'est quand même 500 milliards d'euros qui, du point de vue du grand patronat, dort et qu'il faudrait faire fructifier, c'est-à-dire passer dans les circuits de valorisation financière, actionnariale, etc. Donc eux, ils ont un projet. Ils savent très bien qu'il reste des choses à privatiser. Il faut encore déposséder en quelque sorte les salariés, les travailleurs de ce pays, les travailleuses de ce pays, de très nombreuses choses et qui pourraient s'accaparer, s'approprier, etc. Et donc, ils cherchent une solution parce que, d'une certaine manière, Macron, ça a été très bien pour eux. Mais Macron, il est carbonisé. La Macronie est carbonisée. Ce qu'on appelle le bloc central est carbonisé. Il n'y a personne qui émerge comme une figure qui pourrait rallier en quelque sorte plus largement. Ils n'ont pas de base sociale au-delà de la bourgeoisie, des cadres du privé, d'une partie des classes moyennes, mais plutôt côté privé. Donc en fait, leur base sociale, c'est 20-25%. Donc leur problème, c'est comment élargir. Comment avoir une base sociale large, solide, pour aller plus loin, notamment dans l'imposition de l'agenda néolibéral de destruction sociale, etc. Voilà, désolé. Alors, non, c'est pas ça, 20%. Ça, c'est le côté historien, toujours regarder. Essayez de trouver les résultats de Renaissance et autres En Marche au municipal et au régional. C'est pas 20%, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Sauf que comme c'est à l'échelle locale, ils n'ont jamais publié les chiffres parce que le SUM était très, très présent. Le SUM, ça veut dire ne pas être très, très content. Alors, 2 dernières questions, parce que voilà, je vous avoue, moi, il y a toujours le côté, j'adore lire des auteurs de gauche. Je me rappelle quand j'ai lu Guy Debord, La Société du spectacle, j'étais génial, et à la fin, j'étais bon, ok, je fais quoi? Et il y a une page avec marqué tout le pouvoir aux soviets. J'étais zut, un peu chaud. Donc voilà, on en revient à 2 questions, et on revient un petit peu à Gramsci. Ce que je trouve très bien dans ton livre, en dehors de tout ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il y a aussi une honnêteté sur, encore une fois, je l'ai dit, certains mouvements de gauche, mais même nos potes, nous, où on a les meilleures idées, mais on n'est pas capable de regarder aussi en face un certain nombre de réalités. Tu convoques Gramsci sur une des notions, donc cet Italien marxiste des années 20, une des notions les plus importantes chez lui, qui est la crise d'hégémonie. Gramsci, dans les années 20, c'est quelqu'un où à un moment où le marxisme, on va pas faire un cours, hein, c'est pas très rigolo, hein, entre la stalinisation des partis, etc. Et lui, il amène la notion de culture et il réfléchit, il dit en fait la bataille des classes sociales, elle se gagne par la culture. Alors, je vous le fais vraiment très court, hein. Même Sarkozy, on pense bien fort à lui. Voilà, on sait qu'il twitch très fort depuis sa cellule. On devait faire la blague, on l'avait dit qu'on la faisait depuis le début. Même Sarkozy, en 2007, avait dit « je vais gagner la bataille des idées ».
la revendication du boubourg, le bourgeois bourrin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et il avait dit « il me faut une droite décomplexée ». Alors c'était Gramsci lu par Sarkozy, quelle horreur. Gramsci, c'est beaucoup plus intéressant, mais ce qu'apporte Gramsci, c'est l'idée que pour gagner en fait une offensive, il faut se bouger dans la rue, il faut le mouvement social, mais il faut aussi une hégémonie des idées, une hégémonie culturelle. Je suis un peu long, mais c'est important parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de ton livre. Toi, tu montres quoi ? Et qu'aujourd'hui, parce que nous, on aimerait que ça pète, on aimerait le mouvement social. Bah, toi, tu montres qu'on est dans une crise d'hégémonie. C'est-à-dire que l'offensive néolibérale, elle est là. Je veux bien qu'on discute encore une fois, mais les chiffres, ils sont là, passe juste notre sentiment. Mais ce que tu dis, et c'est très honnête de ta part, je pense, c'est que le mouvement social en face, qui débute en 95, où on est peut-être un des seuls pays, moi je connais bien l'Allemagne, mais par rapport au Royaume-Uni, où on a un tel mouvement social, si puissant, si régulier, si énervé, sauf que ce mouvement social, il n'arrive pas à imposer sa propre hégémonie. Il est incapable, ni dans la rue, même avec tous les espoirs qu'on a pu fonder sur retraite et compagnie, mais y compris par les partis politiques, il n'arrive pas à imposer son hégémonie. On descend dans cette crise-là. Et donc ma question est toute simple, parce qu'après on en viendra à on fait quoi, hein, d'accord ? Est-ce que c'est ça qui fait qu'en France, ça pue autant ? Parce que je peux vous dire, en Allemagne, le projet néolibéral, il a gagné. C'est terminado. Je donnais l'exemple à Hugo. En Allemagne, quand vous touchez le RSA, les gens peuvent venir chez vous, vous obliger à déménager s'ils considèrent que votre appartement est trop grand. Voilà. Et quand vous avez refusé 3 fois un job qui correspond à Arbeitsamt, l'équivalent de France Travail, Frankreich Arbeit, pardon, mais voilà, l'équivalent de France Travail, si vous refusez 3 fois un job qui correspond à vos qualifications, en Allemagne, vous êtes obligé d'accepter un job à 1 euro de l'heure. Donc je veux dire, là, voilà, ils ont perdu. Nous, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas vraiment encore perdu. Ça fait chier de se le dire parce qu'on vit mal le truc, mais voilà. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on se sent si mal, cette espèce d'entre-deux Comment tu vois ça du point de vue de l'esprit du temps ? Non, moi je le vois, alors c'est peut-être le côté optimisme de l'action, puisque une des maximes préférées de Gramsci, qu'il avait repris un écrivain français qui s'appelait Romain Rolland, c'était pessimisme de la raison et optimisme de la volonté, optimisme de l'action. Quand on est dans l'action, quand on essaie de construire des résistances notamment, d'une certaine manière, il faut être optimiste, mais en même temps, ça permet, en faisant du collectif, en faisant de l'action collective, etc., de nourrir l'optimisme. Si on est chacun isolé dans son coin, c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de moment. C'est aussi pour pas rester chacun dans son coin avec ses anxiétés vis-à-vis du basculement climatique, vis-à-vis de la montée de l'extrême droite, vis-à-vis de la crise démocratique, vis-à-vis des inégalités, etc. On a besoin de ce genre de moment. Et moi, je vois les choses d'une manière plus optimiste, au sens où, d'abord, il y a un élément que tu as évoqué, c'est que la France est assez singulière dans l'ensemble quasiment du monde occidental, en tout cas de l'Europe de l'Ouest, c'est par son niveau très important de conflictualité sociale, ou pour le dire autrement, de lutte de classe. Il n'y a pas un pays en Europe de l'Ouest qui connaît, à l'échelle nationale en tout cas, il y a toujours des luttes. Il y a des luttes en Italie, il y a des luttes en Allemagne, il y a des luttes en Grande-Bretagne aussi. Il y a même une relance des grèves en Grande-Bretagne ces 2-3 dernières années. Mais il n'y a pas de grands mouvements à l'échelle nationale comme il y a eu en France, effectivement, de manière très régulière depuis notamment l'hiver 95, qui était une mobilisation contre une réforme autour des retraites, etc. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un mouvement contre le contrat première embauche il y a une vingtaine d'années, en 2006, qui était un énorme mouvement lycéen-étudiant, jusqu'au mouvement des Gilets jaunes en 2018, aux 2 mouvements sur les retraites sous Macron, etc. Tout ça, ça laisse des traces malgré tout. C'est qu'effectivement, dans la population, le projet néolibéral en France n'a jamais été dominant ou hégémonique. Il ne l'a jamais été. Il y a pu avoir des effets, et il y a toujours d'ailleurs des effets de résignation. Mais par exemple, les gens ne considèrent pas aujourd'hui, en France, d'ailleurs ils le considèrent dans assez peu de pays en réalité, que c'est normal de payer pour se soigner ou de payer pour s'éduquer. Donc, la difficulté, c'est la résignation, c'est-à-dire que quand vous faites des sondages sur certaines des propositions historiques associées à la gauche, sur les salaires, sur les services publics, sur les conditions de travail, c'est des propositions qui sont très majoritaires dans l'opinion publique. Mélenchon n'a pas cessé de dire ça en 2022, il avait raison. Il dit, moi, mon projet, finalement, c'est de faire ce que 80 ou 85% des Français veulent. Augmenter les salaires, remettre de l'argent dans les services publics, etc. Le problème, c'est qu'on a bien vu que l'espace électoral de la gauche, c'est pas 80% aujourd'hui. C'est plutôt entre 30 et 35%, plutôt proche de 30 d'ailleurs. Ce qui montre bien, en fait, il y a au moins deux trucs derrière. C'est des gens qui peuvent dire « Oui, bien sûr, je suis pour l'augmentation des salaires. Oui, je suis pour remettre du blé dans les services publics, etc. Mais j'y crois pas. Ça ne se fera pas. Il n'y a pas d'alternative au marché parce que si on le fait, si on commence à imposer davantage les riches, etc., débat sur la taxe Zuckman, etc., ils partiront, il n'y aura plus d'emplois, etc. » Toute ce qu'ils appellent les néolibéraux, cette pédagogie néolibérale, ça fait 45 ans que les gens baignent dedans. Évidemment que ça produit des effets. Donc les gens peuvent très bien répondre quand on leur demande dans un sondage « Est-ce que vous seriez pour augmenter les salaires ?» La plupart des gens ils vont dire oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent que c'est possible et qu'ils pensent que c'est possible même de l'imposer à l'échelle de leur entreprise par une grève ou par des mouvements sociaux. Donc ça, c'est un premier élément qui explique pourquoi
il y a des idées qui peuvent être largement assez anti-néolibérales et qui peuvent être très populaires dans la population et que ça ne donne pas un résultat très fort pour la gauche. L'autre raison, c'est que vous pouvez très bien être d'accord avec ça, augmenter les salaires, remettre de l'argent dans les services publics, mais être par ailleurs aussi pour mettre les immigrés dehors, pour faire très vite, et considérer que c'est plus important et plus crédible de mettre les immigrés dehors ou d'empêcher les immigrés de se soigner ou d'empêcher les immigrés d'accéder à des logements sociaux, etc., que d'aller prendre dans les poches ou dans les coffres des grandes entreprises. Et ça, on le voit très bien dans l'enquête, par exemple, de Félicien Faury. Il dit les électeurs ou électrices du Front National, qui ne se situent pas d'ailleurs dans les franges les plus précaires des classes populaires, plutôt le haut des classes populaires ou le bas des classes moyennes, c'est des gens qui peuvent tout à fait considérer que les riches se gavent, qu'ils ont trop d'argent, etc., mais qui pensent que de toute façon, il n'y a rien à faire, ils sont désespérés, ils sont fatalistes. Trotsky disait le fascisme, c'est le parti du désespoir contre-révolutionnaire. C'est le parti du désespoir. C'est des gens qui sont fatalistes et désespérés vis-à-vis du pouvoir des riches, de leur puissance, etc. On n'y peut rien. On ne pourra jamais. Ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Et qui pensent que du coup, ce qu'il faut faire, c'est pas une redistribution verticale du haut vers le bas ou des riches vers les pauvres ou des patrons vers les travailleurs. C'est une redistribution en quelque sorte horizontale de ceux qui n'ont pas beaucoup et parfois vraiment pas beaucoup, voire et parfois nettement moins que les électeurs ou électrices du RN, mais à qui on pourrait prendre le peu qu'ils ont en quelque sorte, les aides sociales, l'accès à un logement social, etc., et le donner à des vrais Français, des Français de souche, etc. Voilà, donc le boulot en quelque sorte hégémonique de la gauche, en termes d'idées, c'est-à-dire de lutte pour les idées, etc., c'est pas simplement de dire aux gens les augmentations de salaire, ce serait bien, ou les services publics, c'est bien, etc. C'est d'arriver à faire ce travail à la fois de conviction, de c'est possible de modifier le rapport de force et d'imposer les mesures que vous pensez être bonnes pour vous et pour la société, remettre de l'argent dans les services publics, augmenter les salaires, etc. Bon. Mais par ailleurs, faire aussi un boulot peut-être plus ingrat que la gauche a refusé de faire depuis 40 ans, c'est-à-dire de batailler sur des sujets où sans doute, très certainement, on est minoritaire, par exemple les questions d'immigration, et où si on ne mène pas la bataille, effectivement, dans 10, 20 ou 30 ans, ce sera encore pire. On sera encore plus minoritaire. Ce que n'a pas fait la gauche depuis 40 ans, c'est mener ces batailles. Continuer à dire l'immigration... un truc, je vais rester sur le basique. L'immigration, c'est pas un problème. L'immigration, c'est pas un problème. Et c'est certainement pas le problème principal dans la société française. C'est même pas un problème en soi. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le racisme. Un discours basique comme ça. Si toute la gauche sociale et politique, les syndicats, les partis, les assos, les médias de gauche, etc., de manière un peu coordonnée, avaient mené cette bataille depuis des années, je pense qu'on n'en serait pas là sur la pénétration des idées anti-immigrés, islamophobes, xénophobes, racistes dans la société. Mais cette bataille n'a pas été menée. Or, il y a un slogan des antifascistes, de la lutte contre l'extrême droite dans les années 80-90 en France, qui était « Leurs avancées sont faites de nos reculs ». Si on recule sur nos idées en permanence, c'est pas possible de dire ça, c'est pas possible de faire ci, etc., évidemment que le sens commun et néolibéral en matière d'économie, c'est pas possible de faire ci ou ça, c'est pas possible d'imposer les riches, progresse, mais aussi le sens commun raciste, nationaliste, xénophobe, etc. Ça progresse à la mesure de nos renoncements à mener des batailles culturelles, politico-culturelles, dirait Gramsci. Alors là-dessus, le temps avance et donc je laisse les futurs lectrices et lecteurs découvrir ta conclusion qui dit ça, mais qui dit aussi, voilà, en fait, tu rentres dans le dur, tu dis, voilà, il faut organiser un front antifasciste, réel, antiraciste et antifasciste, les deux, pas l'un ou l'autre, les deux, antifasciste, antiraciste. Et voilà, et où tu dis, qu'est-ce que ça veut dire pour l'union des forces de gauche de centrer les questions là-dessus. Un peu d'espoir avec ce livre, j'en profite, je fais de la pub vu que je suis fan, Extrême droite, la résistible ascension avec l'ami Johan Chapoutot et Clémence Guettet. Et puis je sors du cadre, désolé, mais tu ne parles pas que de la France, parce que c'est vrai que le premier bouquin, tu étais vraiment centré sur les questions françaises, mais tu as élargi, voilà, avec ça, cette question d'une naissance d'une internationale fasciste, parce qu'on n'est pas malheureusement tout seul face à ça. Donc voilà, plein de choses à lire. Hugo, merci beaucoup. Et puis maintenant, on a du temps, de rien, on a du temps pour les questions. N'hésitez pas, si on a parlé trop vite, on a parlé trop vite, surtout lui. N'hésitez pas, donc s'il y a des concepts qui étaient trop rapides, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante. On avait beaucoup parlé du racisme et de l'islamophobie dans la droite, mais il y a aussi une haine contre la dite gauche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, parce que ça fait référence notamment au régime nazi dans l'histoire, et puis notamment aussi à ce qu'on entend beaucoup. Et puis les discours de gauche sont très centrés sur l'antifasciste, à l'instar donc des discours d'extrême droite. Merci.
il est fatigué. Sur la diabolisation de la gauche, vous voulez dire ? Ouais. Ah oui, non, c'est effectivement dans le processus de fascisation, c'est un élément qui est assez crucial. C'est un élément crucial d'ailleurs explicatif, si vous voulez, du tournant du patronat, notamment en France dans la dernière période. Ce qui raconte, alors il y a un bouquin d'ailleurs de Laurent Mauduit, qui est journaliste à Mediapart, sur cette question des liens entre milieu d'affaires et extrême droite, qui est vraiment assez bien fait et qui documente ça, mais qui montre très bien comment ce qui a alimenté le tournant d'une partie croissante du patronat vers l'extrême droite dans la dernière période, c'était le nouveau Front populaire et la possibilité que le nouveau Front populaire arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et que des mesures, même minimales, qui n'ont strictement rien de révolutionnaire, ni même de radical, qui sont très... En réalité, si vous prenez le programme du nouveau Front populaire l'année dernière, le patronat et la droite dans les médias en ont parlé comme d'un programme qui allait mettre à terre l'économie française, etc. C'est des mesures tout à fait minimales, qui sont même, en quelque sorte, alors qui sont bien en deçà de ce que proposait la gauche il y a 40 ans, je sais pas, même Mitterrand en 81, par exemple, qui sont à peu près au niveau de ce que proposait Lionel Jospin, qui est certainement pas un révolutionnaire, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90. Donc bon, je dis pas que ce programme n'était pas bien. Je dis, enfin, d'une certaine manière, il est adapté un peu au rapport de force, etc. Alors voilà, moi je pense qu'il y avait plein de défauts par ailleurs aussi dans ce programme, mais donc effectivement il y avait cette peur, mais qui, enfin, d'une certaine manière, c'est un peu Marx disait la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme comédie. Bon, la tragédie, c'est dans les années 20 et 30. Comme farce. Comme farce, oui, comme farce, excusez-moi. Parce que là, il y a un côté farce. Parce que dans les années 20 et 30, quand en France on dit plutôt Hitler que le Front populaire, d'une certaine manière, c'est dans un climat et dans une époque où il y a eu des révolutions ouvrières il n'y a pas très longtemps, avant, en Russie, en Allemagne, en Finlande, en Hongrie, etc. Et où la bourgeoisie a réellement peur d'une révolution sociale, de vraiment perdre son pouvoir social, son pouvoir de classe. Bon, aujourd'hui, je suis désolé, je peux me raconter plein d'histoires, etc., mais je ne crois pas que les bourgeoisies ont vraiment peur aujourd'hui, immédiatement, de manière imminente, de perdre leur pouvoir. Bon, mais par contre, ils sont effectivement habitués depuis 40 ans à refuser toute forme ils se sont habitués à l'idée qu'il faut refuser toute forme de compromis social, toute perspective qui promettrait d'augmenter un tant soit peu les salaires, de revenir sur une série de régressions sociales en matière de droit du travail, etc. Enfin, tout ce que proposent les partis de gauche, d'une certaine manière, c'était revenir, dans le programme Nouveau Populaire, pour l'essentiel, c'était revenir sur les mesures néolibérales imposées depuis plusieurs décennies, en fait. C'était même pas gagner tellement des nouveaux trucs, c'était revenir sur des régressions qui nous ont été imposées. Donc voilà, donc effectivement, la diabolisation de la gauche a connu une intensification au cours de la dernière période. Alors, qui est aussi lié au fait qu'il y a quand même un truc nouveau dans la situation politique en France depuis 2022, enfin même depuis 2017 en réalité, c'est que la force dominante à gauche n'est pas le centre-gauche, n'est pas ou ce qu'on appelait historiquement le centre-gauche. Est-ce que c'est encore vraiment de la gauche, etc. Mais en gros, n'est pas le Parti socialiste. Et ça, c'est le truc qui a changé à partir de 2007, effectivement, parce que la France insoumise a battu à plate couture d'abord Benoît Hamon en 2017, en l'occurrence la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et puis une deuxième fois en 2022, où Hidalgo a fait un score extrêmement faible, et où Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Donc c'est ça qui, d'une certaine manière, les rend fous dans les médias. C'est aussi que la gauche ne domine pas, ou dans ce que la plupart des gens perçoivent comme étant la gauche, ce qui domine n'est pas cette variété qui a été au pouvoir et qui à chaque fois a trahi les promesses qu'elle avait faites ou trahi les espoirs que les gens avaient pu, et notamment les classes populaires, avaient pu projeter en elle. Peu importe l'avis d'ailleurs qu'on a sur la France insoumise, c'est pas tellement la question, mais ça explique ça. Et dernier point, la France insoumise aussi, même par rapport à 2017, en 2022, a rompu avec ce qui est, là encore, un des éléments absolument centraux du pacte, je dirais, racial ou national-racial, qui est si crucial en France, autour notamment des questions d'islamophobie et de violence policière. Et ça, là encore, Mélenchon pouvait être supportable par la bourgeoisie française et les élites médiatiques en 2017. Il est devenu absolument insupportable en 2022 ou 2023 ou 2024, précisément parce qu'il a rompu avec ce consensus islamophobe et le consensus sécuritaire qui dit la police nous protège, etc. Il a commencé à dire la police tue. Il arrive effectivement régulièrement, notamment dans les quartiers populaires et d'immigration, que la police tue des jeunes hommes arabes, noirs, musulmans, etc. Et ça, personne dans le champ politique dominant ne disait ça auparavant. C'était un discours qui était effectivement confiné à l'extrême gauche, dans la gauche révolutionnaire, etc. Et là, il y a quelqu'un qui fait 22% aux élections et qui tient ce genre de discours brisant, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais brisant de fait le consensus autour de ces questions de violence policière, d'islamophobie et d'une certaine manière de la question de l'État derrière.
Donc voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui explique la diabolisation, notamment de la France insoumise, parce que c'est vraiment au sein de la gauche, c'est la France insoumise qui prend tout. Il y a presque un effet paratonnerre d'ailleurs pour les autres forces. Hein. Elles prennent pas ou moins parce que la France insoumise prend tout dans la gueule, d'une certaine manière. C'est le côté prof de fac qui reprend le dessus. Il fait, vous posez une question en 20 secondes, il répond en 10 minutes, je t'embête. Juste pour rajouter sur tout ce que je trouve terrible, c'est le côté islamo-gauchisme, wokiste, c'est-à-dire les paniques morales bourgeoises que s'invente la droite des EHPAD. Salut les gars. Et voilà, qui s'ennuient devant leur télé. Et en fait, le problème, c'est pas tellement qu'elle soit fausse. Moi, tous mes amis de droite, non, je rigole, j'en ai pas. Je leur ai dit, non, mais c'est vrai, je leur ai dit, enfin, voilà, alors, la famille, les gens de droite qu'on est obligé de supporter, je leur ai dit, mais d'accord, c'est quoi woke ? Et là, c'est dur, parce qu'en fait, ça n'a pas de contenu, mais le problème, c'est que ça a une efficacité. Et après, sur le côté islamo-gauchiste qui renvoyait aux judéo-bolcheviques et tout, il faut le remettre aussi dans son contexte historique. C'est le moment où, j'ai oublié son nom parce que vraiment je ne l'appréciais pas, ma ministre de tutelle, Frédérique Vidal. Tellement bossé, on l'a tous oublié. Elle fait passer la loi de programmation de la recherche, qui est une horreur. Un mois plus tard, Blanquer fait islamo-gauchiste pour bien faire un contre-feu et que personne s'agite. Septembre 2020, plein confinement, personne s'agite sur cette réforme-là. Donc ça, moi je suis embêté, je ne sais pas ce que tu en penses. On voit qu'aujourd'hui, je lisais un article, je ne sais plus, dans Le Monde qui disait l'offensive contre les woke aux États-Unis est pire que le macartisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie efficacité de ces épouvantails culturels qui sont agités, de ces figures-là. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles n'ont pas de contenu. Je ne sais pas si vous connaissez des wokistes. Mais voilà, moi j'en ai jamais rencontré. Et donc ils n'existent pas. Et pourtant, voilà, alors je sais pas, peut-être tu peux rebondir. Fondamentalement, c'est un point même tout à fait central dans la définition des extrêmes droites depuis toujours. C'est la haine de l'égalité et des mouvements, de l'ensemble des mouvements qui portent l'exigence d'égalité. Mouvement féministe, mouvement antiraciste, mouvement syndical. Tous ces mouvements sont haïs par l'extrême droite, par toutes les franges de l'extrême droite. Et le wokisme, d'une certaine manière, effectivement, on peut avoir cette stratégie de dire ça n'existe pas. Mais en vrai, moi, ce ne serait pas mon argument. Il y a des wokistes. Au sens bien sûr, personne ne se revendique du wokisme, etc. Mais d'ailleurs, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Soyons woke. Assumons le fait que si woke, c'est dire on est contre les discriminations et on est pour la réduction des inégalités, on est même pour une société en gros fondée sur l'égalité. Et l'égalité réelle. Et on veut presque les femmes et presque des droits un jour. Incroyable, c'est ouh. Non, mais si vous mettez dans le cerveau d'un type d'extrême droite, c'est déprimant, parce qu'effectivement, les femmes ont plus de droits qu'à 50 ans, les homosexuels peuvent se marier, enfin, c'est un cauchemar pour eux. D'ailleurs, il y en a qui partent du pays, vont en Hongrie pour s'y trouver bien. Mais effectivement, donc il y a cette offensive macartiste, et je parle de la Hongrie, la Hongrie, on parle beaucoup des États-Unis, mais la Hongrie, l'ensemble des journalistes critiques, des universitaires qui travaillent sur les questions de discrimination de genre, d'immigration, etc., sont harcelés par le pouvoir, sont obligés d'une certaine manière de s'exiler. Et on voit par ailleurs, d'ailleurs des confrères à toi, historiens, qui sont contraints de s'exiler, des très grands historiens américains, notamment Timothy Snyder, qui est un historien du fascisme aussi. Récemment, un universitaire qui avait aussi travaillé sur les questions de fascisme, qui s'appelle Mark Bray, qui a été obligé de s'exiler en Espagne, en État espagnol. Non, pas Laurent Dodge. Je pense que Laurent Dodge n'aura aucun problème à rester en France et il ne sera pas contraint de s'exiler si le RN arrive au pouvoir. Il sera nommé ministre de la Culture. Mais voilà, ils accusent beaucoup la gauche effectivement de cancel culture, etc. Mais partout où ils arrivent au pouvoir, effectivement, enfin, on voit même des gens brûler des livres. Enfin, je veux dire, moi, c'est vrai que je suis presque étonné il y a 7-8 ans, je disais attention à l'analogie avec le fascisme classique. Je pense que c'est du néofascisme, mais ça ne prendra pas les mêmes formes. Alors c'est vrai que quand je vois la première fortune du monde faire des saluts nazis, des gens brûler des bouquins, Trump dire que que les immigrés empoisonnent le sang de la nation américaine, je me dis bon, finalement et d'ailleurs c'est pour ça, j'étais un des seuls à parler de fascisme il y a 7-8 ans dans le champ francophone, au sens d'appliquer la catégorie de fascisme, d'utiliser la catégorie de fascisme comme une catégorie qui n'est pas simplement historique. Et effectivement, aujourd'hui, là, à la rentrée littéraire, je ne sais pas si vous avez vu les bouquins, il y a pas mal de livres sur technofascisme. En gros, c'est une catégorie qui est de plus en plus assumée parce que c'est malheureusement l'état du monde. C'est la dynamique des 7-8 dernières années a été dans le sens, non pas de la défascisation des extrêmes droites, d'une sorte de modération. En réalité, les extrêmes droites sont pas y compris parce qu'il n'y a pas de stop en face. Mais elles deviennent plus radicales. Trump 2025 est plus radical dans son discours que Trump 2016. Radical dans le côté réactionnaire, raciste, xénophobe, masculiniste, etc. Et ça, c'est quand même effectivement relativement étonnant parce qu'en général, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont tendance à s'institutionnaliser, se respectabiliser, etc. Et c'est pas ce qu'on voit
pour une bonne partie des extrêmes droites au plan mondial. Alors, il y avait pas mal d'autres mains levées. Madame ? Oui, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a aussi aux États-Unis les antifas qui ont été classés comme terroristes. Ça va peut-être arriver ici, en tout cas, c'est un gros mot aujourd'hui. Donc on a tout ça sur les réseaux sociaux et puis cette théorie complotiste du grand remplacement. Puis vous disiez oui, la gauche, elle se focalise juste sur le racisme. Voilà, il y a Parole d'honneur avec Wissam qui a une excellente vidéo sur le grand remplacement et où il explique que par exemple Mélenchon, il utilise le mot de créolisation utilisé par peu importe. Mais voilà, en tout cas, il y a toute cette fachosphère, cette complosphère et les réseaux sociaux qui nourrissent, en fait, et les conditions aujourd'hui, elles sont médiatiques au sens large, mais elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Je te laisse répondre et puis on pourra peut-être prendre une question sur Twitch après, si c'est OK. Enfin, si tu veux répondre. Oui, il y a plein d'éléments. Effectivement, sur les antifas, en fait, ce qui a été, sur Antifa, il en a parlé comme si c'était une organisation structurée, limite centralisée, ayant des statuts avec des locaux, qu'on pourrait fermer, etc. Mais ce qu'il a dit précisément, c'est on va détruire Antifa, donc l'organisation qui s'appellerait Antifa, comme on a détruit les cartels. C'est ça la déclaration texto de Donald Trump. En fait, il traite les antifas soit comme une organisation terroriste, soit comme une organisation criminelle. Donc voilà. Donc effectivement, on en est là. C'est pas la première fois qu'il le dit. Il l'avait déjà dit au moment de Black Lives Matter à l'époque du meurtre de George Floyd, et où effectivement il y avait eu des antifascistes dans la rue avec beaucoup d'antiracistes, y compris qui avaient attaqué des commissariats. Effectivement par révolte vis-à-vis des crimes racistes commis par la police aux États-Unis et l'impunité dont ils bénéficient quasi systématiquement. Donc voilà, donc ça c'est un point effectivement important. Ça, d'une certaine manière, c'est un autre élément de la diabolisation de la gauche, puisque d'une certaine manière l'antifascisme effectivement est un emblème de la gauche, c'est à la fois un ciment même de la gauche, pour une gauche qui parfois est divisée, etc. Effectivement, l'antifascisme est quelque chose qui peut permettre de l'unifier dans certaines circonstances historiques. On l'a vu aussi d'une certaine manière l'année dernière sur un plan essentiellement électoral, mais c'était quand même assez important malgré tout. Sur la fachosphère, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'insister sur le fait que, et je ne pense pas que tu me contesteras sur ce point, mais c'est que dans le fascisme, il y a la dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Il y a des leaders, et en termes de répression comme en termes d'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que non seulement il y a une offensive qui peut être répressive, mais aussi idéologique, discursive, qui vient des leaders, des partis, etc., mais que dans le fascisme, il y a ce dynamisme et ce bouillonnement aussi par en bas, et la fachosphère, ça participe de ça d'une certaine manière. Ça fait, en gros, les vecteurs idéologiques ne sont pas simplement les grands médias dominants possédés par des grands milliardaires, Trump faisant des tweets, etc. C'est aussi effectivement une constellation à la fois d'individus mais aussi de groupes qui composent des formes de milices digitales qui vont en permanence harceler des personnalités de gauche, des personnalités féministes. Alors notamment en France, si c'est des femmes racisées, non blanches, effectivement là elles vont être harcelées en permanence. Rokhaya Diallo notamment est une cible absolument permanente d'attaque de la part de la fachosphère notamment. Donc voilà, elle a un rôle de harcèlement en quelque sorte, d'intimidation, de création d'une peur de la part notamment des militants et de l'ensemble des mouvements d'émancipation ou égalitaires, etc. Et juste sur la question du complotisme, ça me semble effectivement important, notamment parce qu'une des singularités de l'extrême droite et notamment du racisme d'extrême droite, parce qu'effectivement il y a différentes variétés de racisme, mais la variété spécifiquement d'extrême droite ou fasciste ou fascisante de racisme, que ce soit c'est vrai pour l'antisémitisme de la première moitié du XXe siècle ou pour l'islamophobie aujourd'hui, c'est de postuler pas simplement que le groupe que l'on cible, par exemple, simplement volerait les emplois des nationaux, des vrais gens d'ici, quoi. C'est de dire, ces gens, par leur présence, abîment la nation, et potentiellement ils la détruisent. Donc c'est une entreprise de destruction, mais par ailleurs, ils complotent pour le faire. Ils complotent. Les Juifs complotaient pour affirmer leur domination mondiale. C'est tout le truc, le protocole des sages de Sion, qui était un texte, c'était un faux, inventé par la police politique russe au début du XXe siècle, ou fin 19e, début 20e, et qui ensuite s'est répandu, qui a été un best-seller de l'extrême droite mondiale. 1903. Best-seller, voilà, il faut un historien, de l'extrême droite mondiale. Mais d'une certaine manière, on voit bien comment ça fonctionne aussi pour l'islamophobie. Ce qu'on reproche aux musulmans, c'est ce qu'ils appellent des stratégies d'infiltration, etc. Moi, ça m'hallucine qu'on ne voit pas l'analogie. Alors, c'est pas simplement... on parle de l'islamo-gauchisme, ça ressemble vachement au judéo-bolchevisme. C'est vrai. Mais
On dit des musulmans aujourd'hui ce qu'on disait des juifs, à savoir qu'ils cherchent à s'infiltrer partout, dans l'université, dans le sport. Et on a quand même des polémiques sur ils s'infiltrent dans le sport à travers des femmes qui veulent faire du basket en portant un foulard. Mais vous imaginez ce scandale et cette manière d'imposer une idéologie totalitaire. Et on retrouve ce truc, ce mythe de la stratégie d'infiltration visant à corrompre de l'intérieur la nation et à la détruire et grâce à ça à imposer leur domination. C'est tout à fait le discours que l'extrême droite portait sur les juifs. Donc c'est cette variété de racisme à la fois catastrophique, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est pas simplement moins de boulot pour les nations, c'est la destruction de notre nation. Et par ailleurs, par des gens qui complotent, qui ont une volonté collective de nous détruire et de nous imposer leur domination. Donc tout le thème de l'imposition de la charia, etc. Et pareil sur le grand remplacement, et juste je finis là-dessus, je ne suis pas pour dire il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de remplacement à proprement parler, mais oui, il y a des transformations importantes, démographiques de la population. Et quoi d'autre et on s'en fout d'une certaine manière. C'est la vie d'une certaine manière. Effectivement, la nation française a été le produit elle-même de migration permanente, et c'est encore le cas au XXe siècle, et c'est encore le cas au XXIe siècle. On ne va pas se défendre en disant mais vous inquiétez pas, en fait, il n'y a pas autant d'immigrés que ce que vous croyez. Ça va aller. Non, enfin, le discours, c'est oui, bien sûr, il y a des immigrés. Il y en avait il y a 50 ans. D'ailleurs, ils venaient aussi, déjà d'Algérie ou du Maghreb, etc. Et ils venaient d'Europe du Sud notamment. Bon. Et c'est pas un problème. Argumenter sur l'immigration, par exemple, c'est pas un problème. C'est d'une certaine manière, et là encore, c'est dans la bataille hégémonique, il faut être sur ses appuis. Je rigole parce que la France, c'est vraiment. C'est incroyable. Pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, on est le seul pays d'Europe au 19e à faire pas assez d'enfants à cause de la Révolution française ou grâce à la Révolution française. Donc en fait, depuis 1850, et là vous pouvez regarder les bouquins de Gérard Noiriel, etc., la peur des horribles immigrés belges en 1850, puis les terribles Italiens, puis les Polonais. Alors on connaît ça très bien, c'est vraiment polonais des années 1900. L'entre-deux-guerres, c'est la guerre d'Espagne, les Espagnols qui viennent se réfugier chez nous, heureusement. Ensuite, on voit arriver les Portugais, puis le Maghreb, et on a ce truc. Et donc, en fait, on est grand remplacé depuis 150 ans. Waouh, quelle affaire. Juste un petit truc sur la théorie du complot, parce que il y a un très bon numéro qui avait été fait du Monde Diplo sur comment vous faites quand votre oncle de droite, encore lui, est complotiste, ou quand vous-même, vous avez des tentations de péché complotiste. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le complot, la théorie du complot, c'est quelque chose qui explique tout le temps. Et donc c'est plaisant, parce que c'est difficile de se repérer dans le réel, et le complot explique tout. Et ça me ramène, alors évidemment, sous la République de Weimar et les nazis, c'est hyper fort. Mais je reviens sur ce que tu disais sur l'antisémitisme de l'époque et aujourd'hui. En fait, c'est normal, tous les matins, vous lisez pas des livres sur les nazis et tout ça, mais il y a même des trucs qui vont beaucoup plus loin. Je pense à le lien masculinisme-fascisme. Aujourd'hui, quand vous lisez un mec comme Zemmour, désolé, je vais jusqu'au bout, moi je lis tout, même les gens que je déteste, Zemmour, le premier sexe, le gars écrit des trucs, mais sur comme quoi... alors je résume, les hommes blancs ont été homosexualisés parce que le mouvement féministe, donc aujourd'hui, les femmes françaises fantasment sur la bite, c'est écrit texto, des Arabes et des Noirs, parce qu'eux sont des vrais mecs. Donc voilà. Sauf que ça a une efficacité, et en fait, on retrouve ça dans les années 20, cette théorie du backlash, c'est-à-dire qui a été développée par une théoricienne féministe qui s'appelle Suzanne Faloudi, qui dit que toute petite victoire des femmes, pour leurs droits, pour rien, donne lieu à un retour de bâton, un backlash masculiniste, irrigué par ces choses de complot. Et chez les nazis, c'est très visible, parce que vous avez une triple avancée féministe, féminine d'ailleurs, pas tellement féministe que féminine. Le travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale, des jeunes femmes notamment, le droit de vote en Allemagne et les années folles. Une libération sexuelle des jeunes femmes, très minoritaire, mais assez importante dans les médias, la garçonne et tout. Les nazis, c'est ça, c'est vraiment... Et alors, Babylone-Berlin. Et ce qu'on voit pas, c'est que dans l'antisémitisme de l'époque, vous retrouvez des poncifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire les tournantes en banlieue. Les jeunes de banlieue, c'est bien connu, ils font des tournantes, ils violent des femmes dans des caves, etc. Vous avez la même chose contre les juifs à l'époque. Les journaux nazis vous disent, les juifs, c'est des macs, ils prostituent les femmes allemandes qui ont une bonne sexualité saine, et c'est des pervers, ils vont les harceler. On retrouve ce lien-là, backlash, retour de bâton anti-féminin, féministe, masculinité en crise, théorie du complot et racisme. Et ça a une efficacité malheureusement très très forte dans tout ça. Alors il y a encore une question là, mais on va peut-être prendre une question de Twitch, des viewers et des viewers. Et ouais, même les boomers, ça veut dire...
Ah ouais, non, j'ai pas mes lunettes, je peux pas lire à cette distance-là. Oui, il y a quelques questions, notamment sur est-ce que tu pourrais évoquer les groupuscules d'ultra-droite, notamment comme le GUD, et puis ce qu'il existe, et puis les liens qu'ils ont avec le RN. Une des manières dont je décris l'extrême droite contemporaine, c'est le modèle de la flotte. Si vous voulez, c'est l'idée qu'il y a un vaisseau amiral, qui est le RN, qui est l'organisation en quelque sorte légitime à l'extrême droite et qui en réalité est très dominante à l'extrême droite. Reconquête a essayé de les concurrencer sur le terrain électoral. Ils ont cru que ça allait marcher à un moment pendant la campagne de Zemmour et finalement ils se sont effondrés et ils se sont encore plus effondrés depuis le ralliement de Marion Maréchal de fait au RN l'année dernière. Mais en fait l'extrême droite fonctionne effectivement, c'est un peu une différence avec l'entre-deux-guerres où en gros les partis d'extrême droite, soit le Parti national fasciste en Italie ou le NSDAP, le Parti national socialiste en Allemagne, pouvaient en quelque sorte avoir à la fois la branche, dans le même parti, une branche parlementaire plutôt élitaire, plutôt bourgeoise, avec même, voire très bourgeoise, Ribbentrop, Göring, qui fait des dîners en ville et qui a organisé d'ailleurs des dîners entre Hitler et les grands patrons, etc. Et puis la branche plus plébéienne, plus populaire, la branche de rue d'une certaine manière. Et dans le même parti pouvait coexister ça. Aujourd'hui, en réalité, vu la stratégie qui est celle des extrêmes droites, qui est à peu près partout une stratégie de dédiabolisation, de normalisation, de mise à distance de ce qu'est le fascisme de l'entre-deux-guerres, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ? Parce que l'image d'Épinal du fascisme de l'entre-deux-guerres que nous avons tous dans la tête, précisément, c'est les milices. Donc, si le FN se mettait à construire des milices ou à avoir des milices de masse qui paradent dans la rue, qui vont défoncer la vitrine de cette librairie, etc., parce que ce que faisaient beaucoup les fascistes de l'entre-deux-guerres, s'attaquer à des maisons du peuple, des bourses du travail, etc., s'ils se mettaient à faire ça, toute leur stratégie serait caduque. Bon. Donc, d'une certaine manière, c'est d'autres groupes qui vont se spécialiser, des groupes qui sont formellement détachés du RN, qui peuvent par ailleurs avoir aussi des divergences avec la direction du RN, qui ont une autre stratégie, qui est une stratégie effectivement d'occupation de la rue, là où ils voient le RN comme ayant une stratégie purement institutionnelle, etc. Mais en réalité, ils vont tous dans la même direction et ils partagent un même sens commun, une même idéologie fondamentale, qui est l'idéologie que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, de régénération par purification. On va régénérer la nation en la purifiant, en l'épurant des éléments indésirables. Et ça, c'est clairement partagé sous différents vocables, avec différents mots, par l'ensemble des composants de l'extrême droite. C'est pour ça que je ne parle même pas d'ultra-droite. Pour moi, il y a l'extrême droite, en gros, les néofascistes de rue, ceux qui effectivement attaquent des cortèges, attaquent des étudiants qui occupent leur université, attaquent des sans-papiers, tuent des joueurs de rugby. Ou tuent des joueurs de rugby dans la rue à Paris, en l'occurrence Federico Aramburu, tuent Clément Méric, des militants des jeunesses nationalistes révolutionnaires en 2013, et qui tue un peu partout dans le monde d'ailleurs, et qui tue de plus en plus. Enfin, c'est absolument évident. Moi, j'hallucine, entre parenthèses, il y a eu une exposition médiatique vraiment incroyable à l'échelle mondiale de la mort de Charlie Kirk. Enfin, des meurtres commis par des militants d'extrême droite ces 15 dernières années, il y en a eu. Enfin, c'est une folie, numériquement, je veux dire. Et c'est pas du même ordre. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, 50 musulmans et musulmanes ont été assassinés par Brenton Tarrant. Andres Breivik, en Norvège, en 2011, a assassiné, je crois, 70 ou 75 jeunes militants de gauche. Et aux États-Unis, les meurtres commis, les attentats commis par des militants d'extrême droite sont extrêmement fréquents. On a parlé pendant des semaines de Charlie Kirk et à quel point c'était honteux. Il y a eu des communiqués de la plupart des chefs d'État. Keir Starmer, qui est le chef de la gauche, du centre-gauche, il n'est pas de gauche, mais bon, du Parti travailliste en Angleterre, clairement, il ne mène vraiment pas une politique de gauche sur toutes les questions, et notamment la question migratoire. Mais il y est allé de sa petite déclaration disant c'est très triste que Charlie Kirk ait été tué, etc. Enfin, un gars qui, par ailleurs, Charlie Kirk, prônait des actes, y compris de pratiquer des meurtres contre. Avait dit j'en ai rien à foutre que George Floyd ait été tué, etc. Enfin. Bon, voilà. Donc, je sais plus pourquoi on était parti sur quoi déjà. Donc voilà, moi je ne parle pas de l'ultra-droite d'un côté qui serait une sorte de truc distinct de l'extrême droite. Il y a l'extrême droite qui a une stratégie de rue, d'occupation de la rue, d'agression, etc. Et il y a une extrême droite qui est en réalité très complémentaire avec cette autre extrême droite, qui est l'extrême droite parlementaire, institutionnelle, etc., dont la stratégie, effectivement, c'est d'accéder au pouvoir par la voie légale. Au demeurant, les fascistes historiques sont parvenus au pouvoir, non pas par la force, non pas par des coups d'État, même s'ils ont utilisé la force dans la rue à différents moments, mais ils sont parvenus aussi par des voies légales. Hitler a été nommé par le président Hindenburg, Mussolini a été nommé par le roi Victor Emmanuel III. On a souvent cette image là aussi d'Épinal, les fascistes, des gens qui prennent le pouvoir par la force. Non, ils prennent le pouvoir en général par la voie légale. Là où le parallèle avec l'histoire joue un petit peu, et puis faut nous dire quand on doit couper, les chefs. Vous nous dites.
quand on essaie de faire de la pédago sur les régimes fascistes, vraiment fascisme italien, 1922, nazisme, avec Johann, Christian Ingrao et compagnie, on dit toujours la même chose, c'est que les deux prises du pouvoir sont la résultante de trois choses. Des victoires électorales, là je parle des nazis en 1933, des victoires électorales, une violence dans les rues, 400 morts en 1932, qui sont tués par des militants, des batailles entre les communistes et les fascistes. Donc ça, même si on a Loïc Le Priol, même si on a tout ça, on est... Je ne dis pas que c'est pas grave, je dis on n'en est pas à cette proportion-là. Et puis la compromission des élites politiques et économiques qui donnent le pouvoir aux nazis, et ça, bon, tu l'as bien montré, il y a un tournant qui est en place. Mussolini, c'est plus compliqué, parce qu'il n'a jamais eu de base électorale. Il se plante, le PNF, le Parti national fasciste, se plante aux élections. Il a la violence dans les rues, alors là, absolument, et il a la compromission des élites. Donc ça c'est sûr. Après, c'est vrai que là, c'est juste pour compléter, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, bon, l'extrême droite que tu considères aussi comme un bloc ou ce vaisseau amiral qui permet... Nous, on le voit aussi à Bordeaux, parce qu'il y a des militants d'extrême droite. Il y a tout le boulot que fait notre collègue Walid Salem, patron de rue 89 Bordeaux, pour parler de tout ça. La Pride qui a été attaquée, des militants qui sont attaqués, des personnes trans qui sont attaquées. Et c'est vrai que bon, quand tu regardes, là c'est juste pour... Voilà, il y a aussi des divergences à l'extrême droite. Il y a les patriotes, il y a les nationalistes, il y a ceux qui veulent Defend Europe. Je me rappelle, j'étais à Bucarest en Roumanie pour le boulot, gros graffiti Defend Europe. Donc des gens qui vont pas... parler d'abord de France devant tout le monde, avant tout le monde, ou Roumanie avant tout le monde, mais vraiment d'une sorte de front civilisationnel de l'Europe blanche. Donc ça, ils peuvent s'engueuler très fort. Mais là où je suis d'accord, et c'est aussi un truc, peut-être une leçon, ils arrivent quand même à se mettre d'accord sur le minimal, la haine. Peut-être alors qu'à gauche, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais sur... pas que le minimal. C'est-à-dire que si vous prenez, j'ai pas répondu directement à la question, mais le GUD, ou il en reste quelque chose, ils se sont un peu reconstitués comme organisation militante sur Paris, mais il y a ce qu'on appelle la GUD connexion, c'est-à-dire des gens qui étaient dirigeants notamment du GUD dans les années 90, très proches de Marine Le Pen déjà à cette époque, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, qui ont été des prestataires pendant très longtemps, ils le sont encore en partie, du Front National, et qui restaient très proches en réalité de Marine Le Pen. Axel Lousteau, c'est son fils par exemple qui cette année a géré la manif de mai où les néo-nazis paradent dans la rue, ils étaient à peu près 1000. C'est le fils de Axel Lousteau. Axel Lousteau est présent à chaque année à cette manifestation néo-nazie en plein Paris. C'est aussi un proche de Marine Le Pen. Donc ces gens-là peuvent effectivement avoir des stratégies différentes. Y compris les identitaires, par exemple, ont beaucoup investi le digital, le numérique, la com, etc. Les courants dits nationalistes révolutionnaires, c'est en fait justement le GUD, les néo-nazis en réalité, ont vraiment plus une stratégie de confrontation dans la rue, physique, etc. Marc Cacré, etc. Voilà, ce genre de personnages. Et vous avez d'autres branches qui sont la branche justement élitaire, médiatique, type Vincent Bolloré, qui par ailleurs a embauché Marc de Cacré, l'égérie des nationalistes révolutionnaires, pour gérer la sécurité de son île dans l'archipel des Glénans, et par ailleurs la branche politique dans laquelle on va trouver effectivement des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, entre effectivement le RN, Reconquête, le Parti de la France, avec parfois des anciens du RN ou du Front National qui sont partis à différents moments et qui ont créé leur petite chapelle, etc. Donc c'est bien sûr qu'ils ont des divergences, comme il y en a dans la famille politique de la gauche, etc., voire même de la gauche révolutionnaire. Si vous prenez les trotskistes en France, ils ont certaines, pareil, on pourrait décrire en détail leurs divergences. Malgré tout, ils ont toute une série de points en commun, etc., une culture politique commune, un sens commun. Bon, d'une certaine manière, c'est pareil dans la famille politique des extrêmes droites. Ils savent aller... Regardez d'ailleurs, les franges extra-parlementaires de l'extrême droite de rue la plus violente ont fait beaucoup la campagne, notamment de Éric Zemmour en 2022. Les gens de l'Action française, les gens des identitaires, les nationalistes révolutionnaires, ceux qui ont matraqué, qui ont violenté les militants des SOS racistes là, au meeting de Zemmour, c'était cette mouvance de l'extrême droite de rue extra-parlementaire, notamment autour du GUD reconstitué, etc. Donc voilà, moi j'insiste sur la flotte avec le vaisseau amiral RN, autour duquel naviguent en quelque sorte des embarcations avec lesquelles le RN entretient des relations de concurrence et de collaboration selon les moments, selon les nécessités de la situation en quelque sorte. Ce qu'il nous dit, la solution, c'est la piraterie n'est jamais finie. Bon, bref, voilà. Il fallait que j'en case une au moins. Une petite dernière question. Il y avait, dans la salle peut-être. Merci beaucoup, c'était super. Moi, je vais vous parler d'un peu de mon obsession, qui est la ruralité, puisque moi, je viens d'un village de 600 habitants qui votait à gauche à 80% jusqu'à les années 2005 et qui aujourd'hui est le village d'Ordogne qui veulent plus extrême droite. Voilà. Et donc...
Je voulais un peu vous entendre sur la question de la ruralité et aussi un peu comment il y a des batailles autour de ces espaces. Je pense que c'est important, notamment en Gironde, et un peu une question subsidiaire sur la question de la bataille culturelle. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que l'extrême droite se réapproprie beaucoup les codes des classes populaires de la ruralité, en les singeant et en les modifiant, mais en tout cas en les faisant les leurs. Et aussi que la gauche a beaucoup, beaucoup de mal à se les réapproprier, voire même les méprise dans certaines situations, et que ça joue un peu. Alors, je ne remets pas du tout la question du racisme comme vecteur de base de voilà, mais je pense que ça joue, en tout cas dans les conversations qu'on a en tant que militant de terrain, parce que, par exemple, moi je donne toujours cet exemple, mais les chasseurs chez moi, ça a été tenu par le Parti communiste pendant des décennies, et que quand on dit qu'on est chasseur et d'extrême droite, c'est compliqué en fait après d'aller travailler sur la discussion, il y a un truc un peu de repoussoir automatique, idéologique, alors qu'on est sur des gens qui ont été au Parti communiste pendant 50 ans et qui maintenant votent extrême droite. Donc il y a un truc un peu qui joue, je trouve, à cet endroit-là, et j'aimerais bien savoir si vous entendez là-dessus et si vous aviez des conseils. Merci. Là, c'est juste pour rebondir. Moi, tu vois, mais pour te dire que tu vois, on est là avec nos vestes Célio à 30 balles et tout machin. Moi, je viens d'un village de Picardie de 400 habitants. Chasse, pêche, nature et tradition, avant Nious, faisait 23% aux élections dans les années 90. Et puis maintenant, 45%, 50% RN. Et ma grand-mère avait l'insigne honneur d'être maire, après elle a lâché le mandat, du village le plus FN de France, dans l'Aisne. Donc si tu veux, pour moi, là, de ce qu'on discute, c'est hyper intéressant d'être ensemble, mais pour moi, c'est pas de la théorie, c'est les voisins, tout ça, chasseurs aussi, machin. Dordogne, on connaît. Et en fait, moi, ça me ramène vachement aux Gilets jaunes, parce que voilà, c'était aussi ce qui s'est passé à Bordeaux, où au moment des Gilets jaunes, c'est spécifique à Bordeaux, parce qu'on a bossé avec des collègues sociologues, dont notamment Magali de la Souda, puis on avait dépouillé tous les cahiers de doléances avec des Gilets jaunes, on est allé aux archives, on a dépouillé tous les cahiers de doléances de Gironde. Et ce qui apparaissait, c'est qu'il y avait cette question de la ruralité avec des trucs très concrets. Les 90 km/h, ce que ça représente pour quelqu'un, en passant à 80 km/h, d'avoir 1h20 de trajet au lieu d'une heure. L'immobilier à Bordeaux, la crise de l'immobilier qui a rejeté vers les campagnes plein de gens qui voilà, pardon pour le vocabulaire, mais en chient au quotidien pour boucler les fins de mois et tout. Et donc ces questions-là, voilà, c'est juste pour dire que elles sont prises en compte. Mais il y a eu, je pense, un moment raté au moment des Gilets jaunes où il y avait un dialogue qui s'était mis en place dans la rue. Là, je parle pas d'un truc théorique, juste le gars avec qui tu discutes, t'es pas d'accord avec lui, fâché, pas facho, tout ça, et où les discussions se faisaient. Le problème, c'est que pour revenir sur les doléances, elles ont été dépouillées très rapidement par du big data. Le résultat a été donné, le grand débat qui a suivi en fait a été dépouillé en moins d'un mois. Et en fait, nous, là, je donne les résultats parce qu'en fait, ils n'ont jamais été tellement publiés de manière extrêmement large. La revendication, c'était la suppression de l'ISF. C'est-à-dire qu'en fait, on a dépouillé les 2000 doléances des villages du coin. Il y avait plein de revendications. Il y avait très peu de gens d'extrême droite. Il y avait des trucs sur précarité. Il y avait vraiment 4% de trucs sécuritaires. Et la question, c'était l'ISF et la redistribution. Macron, quand il fait la restitution le 8 avril 2019, si je ne dis pas de bêtises, il parle de tout, sauf de l'ISF. Il dit ça, ce sera remis à une commission qui rendra ses conclusions en novembre. Il les a jamais rendues. Enfin, ils les ont rendues sur un site que personne n'a consulté. Donc là où tu as complètement raison, c'est que là, il y avait un levier en fait, qui aurait permis de se parler et il s'est perdu dans la répression du mouvement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, quoi. Je te laisse répondre. Ouais, il y a plusieurs points qui me semblent importants et c'est vraiment une question importante. C'est devenu une question importante. Alors, et où il faut, et c'est très important à gauche de déconstruire ce truc campagne ou ruralité égale racisme égale extrême droite. Bon, d'abord, parce qu'il n'y a aucune naturalité là-dedans. Historiquement, le Front National était plus fort en ville que dans les campagnes. Il y a 40 ans, quand il fait sa première percée, et pendant assez longtemps, il est resté plus fort dans les villes et même dans les grandes villes au départ, ensuite dans les villes moyennes, plutôt que dans les campagnes. Et c'est progressivement qu'il a progressé dans les... qu'il a pris le pas en quelque sorte dans les campagnes. Donc première chose, il n'y a pas de naturalité à ce que dans les campagnes on vote à l'extrême droite parce que les gens, je sais pas, seraient stupides, seraient arriérés. Il y a toute cette mythologie assez présente dans une certaine gauche urbaine de l'arriération des campagnes qui renvoie aussi à des trucs historiques genre les paysans qui avaient voté pour Louis-Napoléon Bonaparte il y a un siècle et demi. Alors ça c'est pour ceux qui ont des arguments historiques, mais voilà, donc pas de naturalité et par ailleurs pas d'homogénéité. C'est-à-dire que si on regarde, là encore il n'y a pas la campagne,
Il y a des campagnes avec des réalités non seulement sociales différentes, entre les campagnes en déclin économique, démographique, qui perdent du monde et qui perdent des emplois, et des campagnes qui peuvent être très florissantes. Il n'y a aucune homogénéité. Et de la même manière, sur le plan politique, il y a des réalités qui sont très différentes d'un point de vue électoral, d'une région à une autre. Y compris, il y a des régions qui étaient historiquement plutôt ancrées à gauche dans la ruralité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le sont encore toujours, mais où, en gros, la pénétration de l'extrême droite peut être très inégale. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Après, à mon avis, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments intéressants. Il y a la stratégie de l'extrême droite. Effectivement, ça fait assez longtemps, et Marine Le Pen a beaucoup insisté là-dessus, il y a une stratégie, je dirais, urbaphobe, c'est-à-dire d'essayer de construire, alors à la fois de construire un discours d'hostilité, voire de haine vis-à-vis de la ville, et de dire, là où il y a la vraie France, et notamment où il y a les vrais Français, les Français de souche, en masse, donc des Blancs en fait, des Européens, des Blancs, etc. C'est dans les campagnes. Et donc, par exemple, c'est pour ça que Marine Le Pen, pendant des années, je crois qu'elle ne le fait plus, mais elle faisait sa rentrée politique à chaque fois dans un village où on votait, je crois que c'est dans la Haute-Marne, il me semble, dans l'Est de la France, et où on votait énormément pour le FN, etc., pour marquer le coup de nous, on est le parti de la vraie France, c'est-à-dire en fait de la France des campagnes, de la France... Alors, à travers notamment une catégorie qui est venue pas de l'extrême droite, mais que l'extrême droite a beaucoup utilisé, et qui est très trompeuse, qui est la catégorie de France périphérique, qu'il ne faut pas reprendre à notre compte. Parce que, là encore, ça homogénise une opposition entre soi-disant une France périphérique et une France des métropoles, dans laquelle la France périphérique, ce serait forcément des gens à la fois précarisés et humiliés, en quelque sorte, alors que dans la France, ce qu'on appelle la France périphérique, il y a aussi des bourgeois, et des gens qui ne sont pas du tout humiliés, pas du tout précarisés, et pas du tout appauvris, et inversement, la France des métropoles, qui serait, elle, gavée par les pouvoirs publics, par l'État, etc. Regardez les banlieues, on met plein d'argent, etc. Or, si on regarde tous les indicateurs, c'est pas ça qu'on voit. On voit tout un dégradé de situation dans les métropoles, et dans ce qu'ils appellent la France périphérique. Donc nous, on ne doit pas reprendre ces catégories parce que ça va dans le sens effectivement du discours de l'extrême droite de construire ce portrait de la vraie France qui serait la France périphérique, la France des villages, la France des clochers, etc. Je rigolais parce que j'ai lu Guy, il faut vraiment du temps à perdre à lire des gens d'extrême droite, mais j'ai lu La France périphérique de Gulli, et je peux vous dire quand même, moi j'ai fait histoire-géographie, j'étais en mode le livre, donc c'est la Bible de Marine Le Pen sur cette notion, les mondialistes versus la périphérie. Et franchement, j'étais en position latérale de sécurité face... franchement, le mec est niveau, désolé pour toi, gros, mais L2 de Géo. Mais vraiment, L2 de Géo, fond de la classe, quoi. Le problème, c'est que ça, typiquement, cette notion-là, vous allez la croiser un peu partout. Le spin doctor de Laurent Wauquiez. Si. C'est un Anglais qui s'appelle David Goodman qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Les deux clans, traduit en français mal, et qui s'appelait The Road to Somewhere, le chemin vers quelque part, où il opposait les partout, les mondialisés et les quelque part. Le bouquin est en français, et ce gars-là a été beaucoup lu, reçu en Angleterre et en France sur ce truc d'opposition, ce que tu viens de dire. Voilà, il y a les mondialisés, les gens qui bougent, et donc les gens qui bougent, c'est les bobos qui prennent EasyJet pour aller à Barcelone, mais aussi les migrants. Et nous, c'est cohérent dans leur vision, et les autres, c'est les enracinés. C'est ceux qui restent, etc. Et donc ça, effectivement, il ne faut pas tomber là-dedans, parce que comme tu le dis, en fait, ça colle pas, quoi. Ça colle pas ni sociologiquement, ni géographiquement, ça marche pas. Peut-être une dernière... juste un point sur le dernier point sur la gauche dans la rue. Enfin, c'est un point que met en évidence Benoît Coquart dans ses travaux sur les classes populaires rurales, et je pense qu'à chaque fois je le dis, mais ça me semble important, c'est que la gauche, en fait, est pour l'essentiel aujourd'hui inexistante sur la plupart de ces territoires ruraux ou des campagnes, qu'elles soient d'ailleurs déclinantes ou florissantes. C'est-à-dire que la gauche, les idéaux de gauche au sens vraiment large du terme, de justice sociale, d'égalité, etc., ne sont plus incarnés par personne. Alors, il prend l'exemple, avant, dans le village, il y avait l'instituteur ou l'institutrice qui habitait là, qui était présent dans le club de foot, etc. Bon, en gros, ces figures-là qui pouvaient localement incarner la gauche n'existent plus. Il n'y a plus ce tissu militant par ailleurs qui était souvent lié aux industries qui pouvaient y avoir, les mono-industries qui pouvaient y avoir dans les villages, l'usine du coin, etc., effectivement, qui ont beaucoup fermé, et qui avaient des réseaux dans lesquels il y avait des réseaux syndicaux qui alimentaient là encore le militantisme de gauche. Une bonne partie du militantisme de gauche depuis le 19e siècle, ça vient du syndicalisme en réalité. Donc l'affaiblissement du syndicalisme, notamment dans les campagnes, dans certains territoires, etc., c'est aussi quelque chose qui a joué beaucoup dans la pénétration effectivement de l'extrême droite. Après, il y aurait des choses à dire, mais tu l'as déjà un peu dit sur les conditions sociales de vie, le fait de l'éloignement entre l'emploi et entre l'emploi et le logement, etc. Et d'une certaine manière, qui pose des questions entre le social et l'écologie, et qui sont pas simples en réalité pour la gauche. Sur la défense de la bagnole.
Effectivement, si vous avez un discours hyper brut et brutal d'hostilité à la bagnole pour des gens qui sont obligés de toute façon de prendre leur bagnole du fait qu'ils ont été obligés de se mettre loin de leur boulot parce que vraiment, effectivement, ça peut pas marcher. Donc d'une certaine manière, on est face à des problèmes qui sont pas simples parce qu'à la fois, effectivement, on doit prôner la régression de la bagnole, etc. Et donc les transports l'amélioration des transports publics, etc. Mais là encore, concrètement, ça va pas se faire en 3 semaines. Et donc on va pas régler les problèmes des gens en 3 semaines. Enfin, c'est des problèmes d'infrastructure qui sont très, très lourds. Il faut revenir d'une certaine manière sur le tout routier et sur les tendances à l'éloignement entre le logement et l'emploi qui sont des tendances de plusieurs décennies en réalité. Donc on voit que y compris les défis en termes de transformation sociale et écologique pour une gauche qui parviendrait au pouvoir, ils sont absolument énormes. Et là encore, on va pas faire régresser le vote pour l'extrême droite en 3 semaines. Hein. C'est un boulot, enfin c'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Et je t'entendais parler de la vraie France. Vous pouvez écouter le tube de Camini, le rappeur, Le Vrai France. C'est ma région qui parle là, mais peut-être tu vois une dernière, j'en sais rien. Sur une dernière, mais qui ouvre un peu. Comment aborder la lutte contre le fascisme tout en restant dans la non-violence? Ou pas? Non, pardon. Ça fait partie de la question pour vous. Enfin, la non-violence. Enfin, ça dépend comment on l'entend exactement, mais de toute façon, n'est pas vraiment une option face aux fascistes. Au sens où on ne peut pas refuser, a priori, face à un projet aussi mortifère, aussi intrinsèquement violent, puisque c'est un projet purificateur, épurateur, etc., qui, du coup, groupe autour de ce projet des gens qui sont intrinsèquement violents. Enfin, on a parlé des militants du GUD qui sont accoutumés à cette violence, qui ont un goût et un désir en quelque sorte de violence parce qu'ils ont un désir de purge de la communauté nationale. D'une certaine manière, c'est absolument impossible d'imaginer qu'on pourrait esquiver totalement la question de l'autodéfense. Moi, je le poserais comme ça, comme autodéfense, et en le posant aussi sur le plan de... D'une certaine manière, fondamentalement, c'est pas la question de qui a les plus gros bras, de qui a fait le plus d'arts martiaux, etc. C'est la question il faut d'abord la poser en termes de nombre, de masse, de force collective, d'alliance, de front. Si vous êtes 1000 et qu'ils sont 50, il n'y a pas de question physique. Il n'y a pas de question physique. D'accord ? Donc c'est vraiment une question de à quel point on est capable de rassembler, de faire front, de les battre sur le terrain social et politique, et pas d'imaginer que seul le terrain physique, ou que c'est fondamentalement le terrain physique qui va jouer. Alors bien sûr, voilà, je ne dis pas qu'il faut esquiver les tâches d'autodéfense, ça se pose pour les collectifs militants, ça se pose pour les organisations syndicales, pour les organisations politiques, il y a des boulots de coordination de leur structure d'autodéfense vis-à-vis de la police déjà, mais aussi vis-à-vis des groupuscules d'extrême droite, donc ça, il ne faut pas esquiver ce boulot-là qui est fondamental face aux fascistes, et face à la fascisation de l'État, par ailleurs, et notamment la recrudescence des violences policières, notamment en manifestation qu'on a vu depuis 10 ans. Il faut savoir se protéger, s'auto-protéger collectivement, et il y a des compétences en la matière qui ont été développées par les structures militantes depuis 10 ans, mais là encore on peut sans doute faire mieux, comme disait l'autre. Mais donc on ne peut pas esquiver cette question, mais en même temps la question fondamentale de l'antifascisme, c'est une question politique et sociale. Et c'est pas qu'une question de résistance, c'est aussi une question d'alternative. C'est un peu ce que j'essaie de dire dans le livre. C'est à la fois, ça pose la question de l'unité, de faire front, etc. Mais faire front sur quelque chose, sur un projet et sur l'idée de redonner une forme d'espoir à partir duquel les gens peuvent se mobiliser, et pas simplement d'ailleurs électoralement, mais aussi socialement, politiquement, enfin le reste du temps entre les élections. Sans ça, aucune gauche peut de toute façon parvenir au pouvoir et transformer la société. Ne serait-ce que parce que la gauche, par exemple, on parlait du débat sur la bataille culturelle, la gauche n'a pas le bras long dans les médias, et ne l'aura jamais. Elle l'aura d'autant moins qu'elle se rapprochera du pouvoir, si elle doit se rapprocher du pouvoir. Donc d'une certaine manière, notre boulot, c'est de multiplier ce genre de rencontres, multiplier ce genre de lieux, multiplier les réseaux dans lesquels on peut diffuser des idées, faire venir des gens, les faire bouger idéologiquement, politiquement, les faire participer à des luttes, à des actions collectives, etc. Et c'est toute cette infrastructure, en quelque sorte, de la contestation, si elle est construite, reconstruite, renforcée, etc., qui permettra d'imaginer des alternatives. Mais voilà, la question de l'antifascisme, c'est pas que la résistance, et c'est certainement pas que la résistance physique ou la confrontation physique, c'est tout un boulot en quelque sorte d'imaginer une autre société dans laquelle on a tellement en quelque sorte on a tellement rompu avec les rapports de domination, d'oppression, etc., que d'une certaine manière le fascisme n'éclot plus en quelque sorte, parce que le fascisme, c'est la cristallisation politique de tous les rapports d'oppression, d'exploitation, de domination qui sont présents dans la société capitaliste. Donc d'une certaine manière, in fine, c'est l'antifascisme conséquent jusqu'au bout, c'est la rupture avec cette société d'inégalité, d'injustice, d'oppression, d'exploitation.
Mais bon, ça, c'est le projet à long terme. Merci. On arrête là. Mais merci à toutes et tous d'être venus. Merci à Hugo. Philippe et Béa, bien sûr, et à Nicolas Patin. Voilà. Juste pour préciser qu'on se revendique librairie wokiste, hein, c'était par rapport au débat.